C'est vrai que l'assurance vie, c'est pas sexy de prime abord et pourtant, ouais, il y a 1800 milliards d'euros d'encours sur l'assurance vie. C'est énorme, c'est le premier produit d'épargne des Français. On peut ne pas avoir de diplôme du tout et comprendre le sujet et le maîtriser. C'est ça la chance qu'on a, c'est vraiment un sujet, la finance personnelle, qui est accessible à tout le monde. L'assurance vie, c'est un vrai produit d'épargne. On met de l'argent dessus à partir de 10 ou 20 euros, hein, on peut commencer à épargner dessus. On met de l'argent dessus et ça rapporte des intérêts ou ça rapporte des plus-values. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Et juste avant de débuter cet épisode, je souhaitais simplement vous dire que les portes du programme de l'accompagnement Investisseurs Heureux pour cette première session 2022 sont maintenant fermées. Et vous avez été plusieurs à me demander quand est-ce que la prochaine session aura lieu. Alors pour le savoir, rien de plus simple, vous avez la possibilité d'être tenu informé des prochains ateliers qui verront le jour pour cette année. Et pour recevoir toutes ces informations en avant-première, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire sur le lien présent dans les notes de cet épisode. Et maintenant, je vous laisse découvrir cette nouvelle émission. Let's go! Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nicolas Decodin, le créateur, le co-créateur du blog notamment Les Avenues des Investisseurs, donc le plus gros blog des particuliers peut-être sur la finance personnelle. On aura l'occasion d'en discuter. Nicolas, toi, tu as eu un parcours quand même personnel assez spécifique, assez particulier, et tu te considères comme un autodidacte, on va dire, de toute la finance personnelle, la gestion patrimoniale d'une certaine façon. Salut Nicolas. Salut Ismaël, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un immense plaisir de te recevoir. Alors aujourd'hui, on va faire une émission vraiment passionnante sur un sujet qui peut paraître peut-être pas spécialement sexy de prime abord, l'assurance vie. Quoique, à ce qui paraît, c'est quand même le placement préféré des Français. On aura l'occasion d'en parler. Mais est-ce qu'en quelques mots, déjà, tu peux te présenter, Nicolas, s'il te plaît? C'est vrai que l'assurance vie, c'est pas sexy de prime abord et pourtant, ouais, il y a 1800 milliards d'euros d'encours sur l'assurance vie. C'est énorme, c'est le premier produit d'épargne des Français, bien devant le livret A ou d'autres produits d'épargne. C'est l'assurance vie qui est largement en tête. Les Français investissent massivement en assurance vie. Alors pour me présenter rapidement, alors Nicolas, 38 ans, marié, un enfant, un bébé de 2 ans qui, qui va peut-être faire du bruit. Enfin, maintenant c'est un grand bébé, mais il est toujours aussi bruyant qu'avant. Et vous entendrez peut-être crier, ou j'espère pas, mais c'est probable. Donc j'alerte par avance. Et ouais, parce que Nicolas, on enregistre à distance et là, j'avais eu le plaisir sur les émissions précédentes de descendre dans le sud, de prendre un petit peu la chaleur sudiste. Et là, on retourne de nouveau à Lille Oui, et il faut savoir que il y a une vue derrière Nicolas qui est assez intéressante. Ça me rappelle mes 10 années passées et c'est vrai que je charriais avant de prendre l'antenne sur l'émission avec ce ciel gris puis les briques rouges du nord bien atypiques. C'est assez sympa, ça ouais. fait rêver. Un beau ciel gris. Donc voilà, 38 ans. J'ai fait une carrière militaire avant. J'étais 15 ans officier dans l'armée de terre et dans le contrôle de gestion, on va résumer ça comme ça. J'étais pas du tout un guerrier, hein. Je vais pas me la jouer guerrier. J'ai tué personne et j'ai juste usé de mon plan comptable et de ma calculatrice et des fichiers Excel. Et voilà, donc j'étais un parcours un peu financier, gestion, comptable, avec une maîtrise en compta finance. Mais il faut surtout pas se mettre des barrières et se dire que si j'y arrive, si je comprends la finance personnelle, c'est pas parce que j'ai fait de la finance comptabilité, pas du tout, parce que j'ai vraiment pas étudié ça en cours. On étudiait des choses qui n'avaient rien à voir avec ce sujet. Donc on peut ne pas avoir de diplôme du tout
et comprendre le sujet et le maîtriser. C'est ça la chance qu'on a, c'est vraiment un sujet, la finance personnelle, qui est accessible à tout le monde. Et quand on écrit d'ailleurs des articles sur notre site Avenue des investisseurs, à chaque fois j'écris en me disant cet article, il faut que ce soit compréhensible par tout le monde, même par ma mère qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas fait d'études, qui n'y comprend rien si son banquier lui parle, mais moi si j'écris l'article, il faut qu'elle le comprenne. Et c'est pas publié tant que c'est pas intelligible. Donc vraiment c'est pour désamorcer les gens qui pourraient se bloquer en disant non, je vais rien comprendre. Si, vous allez comprendre, c'est sûr. Si ma mère comprend, vous allez comprendre. Et voilà, j'ai eu ce parcours de militaire. Et finalement, bah, j'étais pas forcément à 100% dans. Ça m'excitait pas tant que ça de faire le contrôle de gestion. Je me suis rendu compte que c'était pas, je prenais pas mon pied là-dedans. Ce qui m'intéressait, c'était pas de contrôler les dépenses, c'était plutôt de optimiser les revenus et de placer, d'investir et d'avoir des revenus et de bien les optimiser. Parce que je pense que j'ai une nature assez assez fainéante et je préfère faire travailler mon argent plutôt que moi travailler jusqu'à 70 ans et galérer à travailler pour gagner de l'argent. J'ai toujours, depuis tout petit, j'ai toujours placé, investi de façon à ce que ça soit mon argent qui travaille pour moi, qui me rapporte des revenus et de façon à ce que moi je puisse avoir une vie plus cool et moins travailler pour l'argent, quoi. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc toute ma carrière, en fait, j'ai placé, j'ai investi et j'ai appris en autodidacte. C'est pas les cours qui m'ont appris ça. J'ai appris en autodidacte, d'abord en investissant dans l'immobilier, en investissant en bourse, en investissant en assurance vie, qui est le sujet du jour. J'ai un peu touché à tout, les crypto-monnaies aussi, enfin tout ce qui existe, l'or. J'ai un peu touché à tout et en autodidacte, j'ai appris parfois en me cassant la gueule, mais c'est comme ça qu'on apprend. Mais du coup, bah, j'ai beaucoup appris et c'est comme ça qu'on a créé le site avec mon camarade et ami Ludovic. On est à deux, on a créé le site Avenue des Investisseurs en 2018, ça fait déjà presque 4 ans. Et au début, on était tout petit, pendant 2 ans, on était tout petit, inconnu. C'est très long de se faire découvrir de Google et d'être bien référencé. Et naturellement, on s'est fait bien référencer par Google à peu près fin 2020. Ça fait, ouais, ça fait 1 an ou 2. En 2020, on a commencé à être bien référencé par Google. Et ce qui fait que maintenant, on est passé d'un petit blog inconnu à un blog, tu le disais tout à l'heure, où on est devenu le premier blog de France indépendant sur les finances personnelles. On a 150 000 visiteurs par mois qui viennent se renseigner pour savoir comment investir en bourse, en immobilier, en assurance vie. On verra que l'assurance vie permet d'investir en bourse et en immobilier d'ailleurs. Comment investir en crypto-monnaie, c'est même pas notre spécialité parce que c'est une petite partie des finances perso. Hein. Faut pas Mhm. mettre 100% de son patrimoine dessus, c'est 5%, on dit maximum en crypto-monnaie, c'est très volatile. Mais on en parle aussi. Comment optimiser fiscalement, défiscaliser, voilà, avec un ton qui est très libre, où voilà, on n'est pas des banquiers, on explique les choses simplement, on vend pas nos propres produits, on explique à chaque fois comment ça marche et quels sont les meilleurs produits selon nous, selon nos grilles de lecture. Attention aux frais, à plein de critères différents, les services clients, etc. Et voilà, je pense que ça marche parce qu'on explique les choses simplement et les gens comprennent, ils sont contents, ils reviennent. Et voilà. Assez complet comme présentation, je te remercie. Du coup, Ludovic Chaput, donc ton associé sur la création de ce blog, etc., il était officier avec toi? Vous avez un parcours similaire Non, ou? pas du tout. Alors lui, Mhm. c'est un cerveau. Il a un doctorat en physique chimie. Il était chercheur. Il a été chercheur pendant longtemps. Et il était à Paris à l'époque. On s'est connus là-bas et on était sur un forum d'épargnants qui s'appelle HFR, Hardware Forum. Enfin là-bas, c'est pas un forum d'épargnants, c'est un forum où on parle de tout et rien. On peut parler, il y a des sujets sur les voyages, des sujets sur je dis n'importe quoi, sur les lampes torches. Ça Mhm. existe vraiment. C'est un forum très complet qui parle de tout et n'importe quoi. Et il y a un topic sur l'épargne. C'est comme ça que j'ai découvert un peu le sujet aussi en 2009, quand je m'y suis bien intéressé, après une opération extérieure où j'avais gagné pas mal d'argent. Je me disais comment placer. Et c'est sur ces forums, je crois que je suis tombé en premier. Et c'est là que j'ai beaucoup appris et du coup, j'y suis resté, depuis j'y suis toujours. Et c'est là que j'ai connu Ludovic sur ce forum d'épargnants. On parle de tous les sujets d'épargne. Et voilà, je l'ai connu comme ça et on s'est dit au bout de quelques années, bah, on va créer notre propre site et c'est ce qu'on a lancé en 2018.
Ouais. C'est vrai que je te rejoins pour ton site et ce blog, donc Avenue des investisseurs, c'est vraiment extrêmement complet. Je t'avoue que j'ai pris une bonne claque à découvrir tout le contenu riche et puis Merci. j'aime cette approche avec un œil, on va dire, indépendant et un petit peu aussi avec des comparatifs, etc., etc. Ça pourrait se rapprocher. J'en ai un peu l'image, un peu de le site Les Numériques pour tout ce qui est matériel IFI, oui, non, etc. Pourquoi? Oui, Et j'ai retrouvé un petit peu de ça chez vous. ouais, je vois. Et Ouais. donc ouais, c'est super intéressant et puis bah c'est un peu plus au goût du jour que les anciens forums, à l'image du podcast où je prends énormément de plaisir chaque semaine aussi à décortiquer un des thèmes d'investissement particuliers. Et puis ben aujourd'hui, pour reprendre un petit peu ton terme, on va utiliser un petit peu justement cette lampe torche pour éclairer un petit peu sur tout ce domaine de l'assurance vie. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Alors, assurance vie, placement préféré des Français, on l'a dit. C'est un couteau suisse, c'est un véhicule d'investissement. Est-ce que c'est un placement en or? Est-ce que, euh, en quelques secondes, est-ce que déjà, peut-être voir commencer par casser les idées reçues Ouais, que certaines peuvent avoir, peut-être ta maman, peut-être mon père aussi qui m'écoute, et donc ça fait plaisir de se rendre compte que voilà, on aborde des sujets de dépoussiérer un petit peu tout ça, mmh, de les rendre accessibles, de les rendre fun, sexy. C'est ouais, tout le but du podcast. Et donc voilà, est-ce qu'on peut en quelques secondes, peut-être quelques minutes, commencer par casser un peu ces idées reçues et expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi ça sert une assurance vie. d'accord. Alors, ouais, moi-même, j'avais ces idées reçues, hein, je me rappelle que c'est un ami qui m'en avait parlé quand j'étais étudiant. Il connaissait un peu parce que sa mère était en banque, il m'avait dit: «Mais ouvre une assurance vie, c'est génial», et moi je comprenais pas, je me disais, mais je suis jeune, j'ai 19 ans, ou 20 ans, c'est pour les vieux les assurances vie, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas mourir demain, un truc. Et il m'avait pas expliqué, ou peut-être que j'étais pas réceptif à l'époque, je ne sais pas, mais j'avais pas compris. Et j'ai compris ça tardivement, peut-être quand je me suis penché dessus autour de 2009. Hein, j'ai compris que c'était pas une assurance d'essai déjà. Les gens comprennent assurance vie, ils comprennent assurance d'essai. Le terme est un peu bizarre, c'est vrai, assurance vie. On pense à un produit d'assurance, mais non. Avant tout, c'est un produit d'épargne. C'est pas un produit à fond perdu. L'assurance d'essai, on cotise. On parle de cotisation à fond perdu, on va mettre 10 euros ou 50 euros par mois dessus, c'est à fond perdu, et ça ne produit pas de revenus. Tandis que l'assurance vie, c'est un vrai produit d'épargne, on met de l'argent dessus, à partir de 10 ou 20 euros, hein, on peut commencer à épargner dessus. On met de l'argent dessus, et ça rapporte des intérêts, ou ça rapporte des plus-values. Ça rapporte des intérêts si on épargne dessus en fonds euros. Le fonds euro, c'est la partie sécurisée de l'assurance vie. Toutes les assurances vie proposent un fonds euro. Alors ça rapporte très peu, hein, maintenant, ça rapporte 1 ou 2% par an, c'est très faible, mais c'est sécurisé. Et c'est mieux que le livret A sur les bonnes assurances vie. Donc ça, c'est des intérêts qu'on reçoit tous les ans. On va décortiquer ça, Ouais. mais juste là, donc tu insistes sur un point qui est essentiel. Donc c'est pas une assurance d'essai, C'est pas une assurance d'essai. c'est pas un produit d'assurance comme on va assurer sa voiture Non, non, ou non, autre ça chose. C'est c'est. vraiment un produit d'épargne, un véhicule d'investissement tel que pourrait l'être. Je prends l'image du livret A, mais ça n'a rien à voir. Mais on place sur quelque chose qui va nous rapporter ou un PEL ou un PEA ou voilà, c'est une enveloppe qui nous permet d'investir. C'est ça. Ouais, exactement. Et il y a la partie fonds euro, la partie unité de compte, on en parlera plus tard. Mais l'unité de compte, c'est vraiment pour l'investissement. Là, on a investi en actions, en immobilier. Là, on peut avoir des rentabilités qui sont à deux chiffres, hein. On peut dépasser les 10% par an sur ces supports d'investissement-là. Voilà, Mhm. l'assurance vie, c'est le fonds euro, les unités de compte, et c'est un produit d'épargne avant, c'est certainement pas une assurance d'essai. Malgré tout, il y a une partie assurance, donc le nom n'est pas tout à fait déconnant. Il y a une partie assurance vie qui se concrétise comment? C'est à votre décès, vous avez souscrit, je dis n'importe quoi, une assurance vie. À votre décès, il reste 20 000 euros dessus parce que vous avez sorti l'argent pour dépenser des voyages ou autre. Hein. L'argent n'est pas bloqué. C'est la deuxième idée reçue. L'argent n'est pas bloqué. On retire l'argent quand on veut. Donc vous avez sorti toute votre vie d'argent sur assurance vie pour dépenser ou pour faire autre chose. Mais si par malheur vous décédez, ça peut arriver à n'importe quel âge, hein. Si on décède, l'argent qui est sur l'assurance vie, il est transmis aux bénéficiaires. Moi, sur mon assurance vie, j'en ai même une dizaine d'assurances vie, mais généralement, j'ai mis ma femme en bénéficiaire et à défaut, mes enfants. Donc, s'il m'arrive quelque chose, c'est ma femme qui récupère l'argent, et si j'ai pas de femme, c'est les enfants. Et le gros avantage, c'est que donc c'est transmis et c'est hors succession. Hors succession, c'est-à-dire
au lieu de payer des droits de succession dessus, qui peuvent être assez élevés, eh ben, il y a 0 droit de succession jusqu'à 152 000 euros transmis par bénéficiaire. C'est-à-dire, je peux ouvrir 2 assurances vie, une assurance vie où je mets mon enfant bénéficiaire, elle est à 152 000 euros, hors frais de succession, et une autre assurance vie, je mets un deuxième enfant dessus, il est à 152 500 euros aussi, hors succession. Voilà, donc on en parlera peut-être plus profondément, mais on peut transmettre 600 000 euros. Si on a une femme, 2 enfants, on peut transmettre 610 000 euros sans droit de succession. Donc c'est aussi un côté assurantiel et prévoyance décès. Mais c'est avant tout un produit d'épargne. Donc on l'a dit, c'est pas bloqué. Il y a des gens qui croient, oh, l'assurance vie, c'est bloqué pendant 8 ans si je place dessus. Non, pas du tout, c'est pas bloqué. Je peux mettre mon argent dessus demain et le retirer dans un mois ou même dans 3 semaines. Peu importe. Je peux retirer librement mon argent quand je veux. Il y a une notion de 8 ans, on en parlera. Pour optimiser fiscalement, on sort l'argent après les 8 ans de l'assurance vie, mais c'est juste pour optimiser fiscalement. Je peux très bien sortir demain si je veux, et d'ailleurs je le fais régulièrement. Régulièrement, je retire de mon argent les assurances vie pour consommer. Et voilà, c'est un produit qui est libre. On verse quand on veut, on sort quand on veut. Il n'y a pas de plafond. Troisième idée reçue, on peut croire qu'il y a des plafonds comme le livret A à 20 000 euros. Non, il n'y a pas de plafond. On peut verser, si on veut, 100 000 euros, 1 million d'euros, 10 millions d'euros. C'est pour ça que c'est un produit qui est très demandé par les personnes fortunées. La bonne fortune. Quand on a du pognon, une fortune, bah, généralement, c'est sur l'assurance vie parce que le livret A, bah, il est vite rempli. Le PEA, c'est 150 000 euros de versement. Le compte titre, c'est illimité. Donc généralement, les gens riches, ils investissent beaucoup en assurance vie et en compte titre parce que c'est des produits où il n'y a pas de plafond. Voilà. Maintenant, il y a une garantie de l'État de 70 000 euros par assureur. Donc c'est un chiffre à connaître aussi. Si je veux optimiser la garantie de l'État, en cas de faillite d'un assureur, bah, je vais mettre 70 000 euros sur mon assurance vie X et 70 000 euros sur l'assurance vie Y et 70 000 sur Z, etc. Ok. Si je veux optimiser la garantie de l'État, parce qu'en cas de faillite d'un assureur, on est protégé par l'État à hauteur de 70 000 euros par assurance vie, par assureur. D'accord. Donc c'est un point à connaître pour les gens qui sont très fortunés s'ils veulent préserver le capital en cas de cataclysme. Mais je rassure, c'est arrivé que 2 fois, je crois, en 20 ans. Et les 2 fois où c'est arrivé, c'était des petites compagnies d'assurance qui ont fait faillite et l'État a actionné la garantie et il n'y a pas eu de souci. Pour les épargnants, il n'y a eu aucun problème, ils ont été remboursés. Donc, D'accord, donc tu as dit énormément d'informations là pour justement casser toutes ces idées reçues. On va essayer peut-être de les revoir une par une, mais en quelque sorte déjà, donc c'est quelque chose qui est soit en effet réglementé, avec une fiscalité qui va être avantageuse, avec un pouvoir de transmission, on l'avait évoqué en partie dans l'épisode 26 avec Juliette Olivo et l'épisode 32 avec Cyril Colmagro, de notaires, où on avait fait des émissions sur l'héritage, ah oui. pourquoi c'est intéressant à tout à chacun, même les plus jeunes, de commencer à réfléchir et de comprendre ces mécanismes. C'est pas réservé que pour les plus anciens, à l'image de cette émission sur l'assurance vie, hein, qui concerne tout le monde. C'est pas que un placement pour les plus anciens. Donc on peut en avoir, il y a une certaine flexibilité, on peut en avoir plusieurs, c'est illimité dans les versements, etc. Comment ça se passe? Pourquoi toi tu dis que tu en as une dizaine? Alors c'est pareil, hein, j'en ai plusieurs, on l'évoquait juste avant. Pourquoi c'est intéressant, par exemple, d'en avoir plusieurs, 10 ou 5, ou plutôt qu'une seule, vu que c'est illimité? 10, je suis un peu extrême, mais Mmh. enfin, c'est mon cas perso. J'ai tendance à vouloir diversifier un maximum. Tout le monde va pas en ouvrir 10. Mais déjà, avant d'en ouvrir 10, j'en ai ouvert une seule. Déjà, il faut juste commencer par en ouvrir une seule et se familiariser déjà avec le produit pour justement pour comprendre ce que c'est et un peu casser les idées reçues, comprendre vraiment quand on a le nez devant, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Donc juste déjà en ouvrir une seule, ça permet de comprendre le produit, de voir que c'est pas compliqué. Et à partir de là, on réfléchit à en ouvrir peut-être 2 ou 3. Pourquoi diversifier? Parce que bah déjà, il y a la garantie, comme je l'ai dit, la garantie de l'État de 70 000 euros par assureur. Et donc, je vais citer un exemple, hein, mais Boursorama Vie, derrière, c'est une compagnie d'assurance, c'est assuré par Generali. Et si j'ouvre un autre contrat qui s'appelle ING Vie ou Linksea Vie, du courtier Linksea Vie, c'est assuré par Generali également. Donc c'est 3 contrats, mais assurés derrière par le même assureur. Donc là, il n'y a pas de diversification assureur. Donc attention de diversifier, mais regardez les assureurs toujours qu'il y a derrière, parce que
si ça s'appelle assurance vie, c'est aussi parce que c'est géré par une compagnie d'assurance qui garantit le capital. Votre argent n'est pas chez l'intermédiaire, il n'est pas chez BNP ou chez Boursorama ou chez Linksea, il est chez l'assureur, votre argent. Et donc, faut contrôler déjà quel assureur c'est. Donc, déjà, oui, diversification de l'assureur. C'est aussi le côté pour diversifier les produits qu'il y a dedans. Tout à l'heure, j'ai parlé de fonds euros Mhm. et de fonds d'investissement, les unités de compte. Dans des contrats d'assurance vie, il y a plein de supports différents. Il y a des contrats où il y a 500 supports différents, d'autres où il y a les meilleurs contrats auront 800, 1000 supports d'investissement différents. Les mauvais contrats, il y a que 3 ou 4 supports, il y a un fonds euro et 3 fonds d'investissement. Ça, c'est les mauvais contrats. Mais grosso modo, voilà, dans un contrat, c'est une enveloppe, il y a plein de supports d'investissement différents et diversifier sur plusieurs contrats, ça permet d'avoir un panel de fonds d'investissement très large et toujours d'avoir matière à investir. Moi, par exemple, parfois, je veux investir en action, bah, je vais me dire, ah, alors sur quel contrat c'est le plus pertinent? Ah, bah, c'est sur mon contrat, Linksea Avenir. Si je veux investir en immobilier, je vais me dire, ah, bah là, le meilleur contrat pour ça, c'est Linksea Spirit. Parce que dessus, j'ai des SCPI pour investir en immobilier, parce que j'ai moins de frais de gestion sur les SCPI. Voilà. Donc, à chaque contrat, ses points forts, ou un autre contrat me permet d'investir en 100% fonds euros pour avoir la garantie sans risque de perte de capital. Donc, en fait, chaque contrat, ses points forts et d'avoir peut-être pas dit, je suis un peu extrême et faites pas forcément comme moi, mais deux, trois contrats, c'est bien pour diversifier les assureurs, pour diversifier les fonds d'investissement et aussi, on en a parlé, pour diversifier les bénéficiaires. Sur un contrat, je peux mettre mon fils en bénéficiaire. Si jamais je décède, c'est mon fils qui a l'argent. Sur un autre contrat, et là je dis vraiment n'importe quoi, je peux mettre ma maîtresse en bénéficiaire. J'en ai pas, hein. Si ma femme écoute, c'est pour du rire. Mais il y a certaines personnes qui ont des amants ou des maîtresses, hein, ça peut arriver. Et ouais, j'en ai connu. Il y a beaucoup de lecteurs hein, qui nous écrivent et des lectrices. Et ben, j'en ai connu certaines ou certains voilà, qui disent si jamais j'ai quelque chose, je garde une petite part pour la soif pour mon voisin ou un amant ou tout ça pour dire que l'avantage fiscal à la succession ou au décès, il est valable pour tout le monde. On peut même mettre une association, on peut mettre la SPA si je veux en bénéficiaire qui recevra l'argent 152 000 euros sans droit de succession. D'accord, donc sur ce point, juste pour insister, donc il y a une possibilité de transmettre 152 000 euros par bénéficiaire, Oui, mais à autant de bénéficiaires qu'on veut. c'est ça. C'est-à-dire que si j'ai 1 500 000 euros Je peux faire 10 contrats. sur 10 assurances vie à Ouais, 152 000 euros chacune, je peux dire, tiens, j'ai 3 fils, voilà, c'est j'ai ça, ma femme, j'ai mes c'est cousins, ça, etc. Et je mets 10 personnes qui seront exonérées de 152 000 euros. c'est Et ça. ça fonctionne si on a 10 contrats à 152 000 euros, mais ça fonctionne également si on a un seul contrat et qu'on a 10 bénéficiaires à l'intérieur de son contrat. Ça sera peut-être plus compliqué, ça sera un gros micmac du point de vue de l'assureur et du notaire. Ça va compliquer la succession. Donc idéalement, on va plutôt faire un contrat, ça sera plus lisible. Sinon, c'est possible, oui, c'est possible, mais ça risque d'être un gros micmac. Mais dans les textes, oui, bien sûr, c'est possible. Voilà, d'où l'intérêt, alors encore une fois, peut-être de diversifier, d'avoir plusieurs enveloppes, et C'est comme ça ça. au moins ça facilite aussi pour la transmission, Ouais. le cas échéant, le jour où il arrive quelque Parce chose. que Ouais. ouais, l'assurance vie, c'est vraiment une super niche fiscale, que ce soit en cas de vie, parce qu'on l'a vu, on va bien investir en actions, en fonds euros, en immobilier, et on expliquera la fiscalité en cas de vie, mais même en cas de vie, on peut retirer de l'argent sans impôt sur le revenu. Et également en cas de décès, au pire des cas, il y a un décès, ben, l'argent est transmis et c'est une super niche fiscale en cas de transmission aussi, parce que faut pas oublier que si on transmet à son épouse depuis la loi TEPA, il n'y a pas de droit de succession à son épouse. Mais si on transmet en ligne directe, ou encore pire, à des voisins ou à des inconnus, là, ça peut monter jusqu'à 60% de droits de succession. C'est très violent. Donc désigner un voisin, une association ou un ami, c'est un super cheat code de l'assurance vie parce que ça permet d'éviter les 60% de droits de succession quand on n'est pas en ligne directe. Ouais. C'est un super cheat code. Donc ouais, c'est vraiment l'idéal en cas de vie et en cas de décès. C'est une super enveloppe. On peut l'ouvrir, donc tu parlais, donc pour les gens fortunés, ils vont se tourner sur des assurances vie ou sur des comptes titres, donc là en bourse, etc. Du fait des plafonds des autres enveloppes, livret A, etc. Ceci dit, personnellement, moi, si j'ai 20 000 euros aujourd'hui, si j'ai que 20 000 euros, ça pourrait rentrer dans le cadre du livret A. Le livret A, il a 0,5% de rendement. Il va peut-être augmenter. Là, ils en parlent. Oui. Ça fait la une peut-être à 0,75 ou 1%. Youhou. On est vraiment toujours dans des taux très bas, mais oui, ça va augmenter.
Personnellement, j'ai pas du tout envie de mettre mon argent sur le livret A. Mmh. L'assurance vie, tu as dit que l'argent était disponible. Donc, j'aurais peut-être, moi, investisseur particulier, intérêt, si j'ai même qu'une seule poche de 20 000 euros, sans être très, très fortuné, à malgré tout ouvrir une assurance vie ou 2. Ouais. Oui, c'est ça, parce que, admettons, si tu as juste 20 000 euros de patrimoine global, enfin, si je dis juste, c'est pas, moi j'ai commencé à zéro, hein, on commence tous à zéro, sauf si on est bien né. Certains commencent tout de suite avec des millions, mais généralement on commence la vie à zéro, et voire même en négatif si on a fait un crédit étudiant, ça peut arriver aussi. Mais bref, oui, si on commence par exemple avec 20 000 euros, faut quand même conserver une épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est le livret A, même si ça rapporte 0 ou 0,5 ou peut-être 0,75% dans quelques mois. C'est pratique parce qu'il y a la liquidité, on peut retirer l'argent quand on veut, il n'y a pas de risque de perte en capital. Donc, peut-être garde quand même 4 ou 5 000 euros sur livret A parce que c'est commode, on retire quand on veut et il y a pas de risque de perte en capital. En revanche, le reste, tu peux l'investir. Le fonds euro aussi peut faire office de livret A, ou quasiment, parce que tu peux retirer l'argent de l'assurance vie en 3-4 jours. Généralement, je retire et j'ai l'argent en une semaine en assurance vie. Donc, c'est pas aussi rapide que le livret A. Le livret A, ça peut être du jour au lendemain, ou même dans une heure. L'assurance vie, il faut quand même compter quelques jours, ou une semaine ou deux. Si on a une urgence dans l'immédiat, c'est peut-être un tout petit peu moins pratique, mais ça reste quand même un investissement dit extrêmement liquide. C'est hyper liquide. Généralement, si on a besoin d'acheter une voiture ou autre, c'est pas demain, faut pas l'argent demain, quoi. On peut retirer dans une semaine. Mhm. Ça suffit. Donc oui, sur 20 000 euros, on peut avoir 4 ou 5 000 euros de livret A parce qu'on considère qu'il faut avoir un mois de dépenses de côté sur livret A. Donc on peut avoir 5 000 ou 6 000 euros, ou ça dépend de votre train de vie, hein, ou 10 000 pour ceux qui ont un gros train de vie, pourquoi pas, sur livret A et sur compte courant. Ça, c'est pour ce qui est très très liquide, à récupérer d'une heure à l'autre. Mais le reste, ça peut être en fonds euros pour la partie sécurisée et en actions et en immobilier sur l'assurance vie, c'est possible. Et là, on ne sera pas à 1% parce que les actions en moyenne, c'est 7% par an, en moyenne annuelle lycée. Alors 7% par an, mais cette année, je vais être à 30% parce que les marchés ont augmenté mais incroyablement. Mais faut pas, ça fera pas plus 30% par an. Donc faut retenir, faut compter sur du long terme, sur 7% par an avec des années de hausse et de baisse. L'immobilier, on part sur du 4% par an généralement, 4 ou 5%, en comptant les loyers et la revalorisation des parts, parce qu'en assurance vie, on peut investir en SCPI, en société civile de placement immobilier. Et là, voilà, donc sur 20 000 euros, on peut dire 5 000 euros livret A et 15 000 euros qui seront répartis en fonds euros, en fonds actions, en fonds immobiliers, selon l'horizon de placement. C'est toujours pareil. Si tu veux investir sur du long terme, bah, tu peux te dire, bah, je vais mettre les 15 000 euros entre actions et puis fonds immobiliers. D'accord, et donc c'est vraiment une enveloppe, un placement que tout le monde devrait avoir dans sa gestion budgétaire. Ouais. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tout âge. Moi, pour mon fils, j'ai investi sur une assurance vie dès sa naissance. Il avait 3 mois. Bah, j'ai mis, alors pour lui, vu qu'il est très jeune, naturellement, il a un long horizon de placement devant lui. Il en a au moins pour 20 ans. Je pense qu'il va récupérer l'argent peut-être quand il aura 20 ou 25 ans. Donc, je me suis dit, 20 ans devant lui, bah, je vais les mettre 100% action. Je vais mis 100% Tracker World. On en parlera peut-être plus tard des trackers, mais on va pas embrouiller tout de suite. Mais bref, j'ai fait 100% action parce qu'il est très jeune. Mon père, à la retraite, s'il a besoin d'argent, s'il veut sécuriser, là, je vais lui dire plutôt, bah, mets 80% fonds euros et 20% actions immobilier. Parce qu'il n'a pas le même profil, il n'a pas peut-être pas 20 ans devant lui, peut-être qu'il Ouais, veut ouais, ouais. dépenser dans un an pour des voyages ou autre. Donc voilà, faut qu'il mette plus en fonds euros. Super intéressant ce que tu dis, en fait, en fonction de notre état d'avancée dans la vie et donc de nos objectifs Mm. qui vont évoluer au fur et à mesure du temps, entre les objectifs de ton fils aujourd'hui qui a 2 ans et ceux de ton papa qui a un âge un peu Beaucoup plus plus avancé. avancé. Ton fils peut avoir 20 ans devant lui, il va même pas s'en rendre compte, c'est toi qui vas Oui, le faire pour il lui. s'en Et fout, il sait même pas qu'il a ça. voilà, et ton papa, peut-être que dans 5 ans, il a besoin pour, je sais pas moi, rénover sa maison, pour, on a fait une émission sur le viager, mais avec voilà le vieillissement de la population, on a des besoins qui sont différents, on a peut-être envie de prendre sa retraite un peu plus tôt, de débloquer, de faire une croisière, Uhum. et donc là, on aura besoin de liquidité et peut-être d'être un petit peu moins exposé en unité de compte, comme tu le dis, donc d'être un peu moins à 100% full action, un peu plus fonds euros, plus sécurisé, avec des rendements peut-être un peu plus light, mais au Ça. moins
Au moins, si on a besoin de l'argent sur un 6 mois, un an, on peut le récupérer sans subir de grosses pertes Voilà. comme il y a pu avoir pendant la période de Covid où les Ouais. marchés, là tu parlais de plus 30%, mais quand ça fait moins Quand 30% ça fait -30, ça fait mal de retirer à ce moment-là. et qu'on a besoin, ben on le retire, ben là ouais, on a perdu un Ouais. peu tout le bénéfice peut-être du travail à long terme. Donc c'est en ce Mmh. sens aussi où tu parlais de diversification et de mettre sur plusieurs supports parce qu'en fonction des besoins, on C'est pourra ça, taper dans telle poche, telle poche, telle poche. c'est ça. On reviendra sur les différents types d'assureurs, des différents types de courtiers, de banques, d'organismes qui proposent des assurances vie, mais en ce sens, on en discutait juste avant également, mais c'est vrai que l'approche de Nalo, en ce sens, est vraiment très très intéressante parce qu'ils construisent des assurances en fonction du profil et des objectifs de la personne et pas simplement du profil de risque, est-ce que je suis prudent, risqué, etc. Mais vraiment en fonction de ses objectifs de vie. Et donc de là, ils permettent une certaine répartition, comme tu viens de l'évoquer. Ouais, c'est ça. C'est l'allocation patrimoniale qui est vraiment personnalisée Mm, en fonction des projets et du tempérament de chacun. Ouais. Parce que c'est dommage d'avoir 20 ans devant soi et de faire 100% fonds euros. Ça veut dire qu'on va épargner en fait à 1% de rendement et enfin, c'est un gros gâchis. Alors que si on a de 20 ans devant soi et placé à 7% pendant 20 ans, on parlait tout à l'heure d'intérêts composés en off, on discutait avec Ismaël et on disait vraiment les intérêts composés c'est incroyable, mais les gens ont du mal à percevoir la puissance des intérêts composés. Mais si on fait une petite formule mathématique, c'est monstrueux placé à 7% sur 20 ans par rapport à 1%. Ouais. exactement, on reviendra sur les intérêts composés juste après avec un ou deux exemples vraiment très 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 faciles à comprendre pour intégrer ce mécanisme. Mais juste avant, du coup, tu as parlé de la composition. Donc, tu as parlé de fonds euros, tu as parlé d'unités de compte, tu as parlé de éventuellement immobilier, peut-être de SCPI. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Est-ce qu'on peut décortiquer un tout petit peu ça? Comment on le construit? C'est nous qui choisissons? Est-ce que c'est l'assureur qui le fait pour nous en fonction peut-être des objectifs, comme j'ai renseigné par rapport à Nalo, leur type d'approche? Voilà. D'accord. C'est quoi exactement ce qu'on y retrouve dedans et comment ça se construit? Alors en théorie, une assurance vie, c'est une enveloppe et on peut vraiment tout mettre dedans. Et c'est hyper souple. C'est-à-dire, je peux commencer à ouvrir en 100% fonds euros, mais demain, je peux me dire, ah bah finalement, maintenant j'investis à long terme, je veux investir en actions. Donc je peux aller sur mon compte en ligne, là, je vais sur mon assurance vie en ligne, tac, je clique, je peux faire ce qu'on appelle un arbitrage. Un arbitrage, c'est pour dire, je désinvestis X pour investir dans Y. Par exemple, je désinvestis mes fonds euros pour investir la même somme en fonds actions. Et je choisis mon fonds. Donc c'est pour dire qu'on choisit une allocation à l'origine, au début quand on ouvre, mais durant toute la vie de l'assurance vie, c'est très souple parce que durant la vie, on vit des dizaines d'années en principe. On change d'objectif et de projet. Donc heureusement, l'assurance vie, c'est une enveloppe. On peut faire des arbitrages quand on veut. Et sur une bonne assurance vie, ça sera gratuit. Sur une mauvaise, ça sera payant. Mais ouais, dès la base, déjà aussi, le principal à retenir, c'est qu'il faut ouvrir une bonne assurance vie. Parce que l'assurance vie, c'est juste un cadre fiscal. C'est pour dire l'assurance vie, vous aurez, si vous souscrivez une assurance vie, vous aurez telle fiscalité en cas de vie, en cas de décès, et ça s'arrête là. Donc c'est juste une enveloppe, un cadre. Maintenant, il existe des dizaines d'assurances vie. Donc commercialement, il y a des banques qui vont commercialiser des assurances vie qui sont globalement très mauvaises, avec beaucoup de frais, avec peu de fonds d'investissement, peu de liberté de gérer. On ne pourra même pas gérer en ligne où ça va être hyper compliqué, avec un mauvais service client. Et à côté de ça, il y a d'autres assurances vie qui sont super. On a mis des comparatifs qui sont super à tout point de vue. Vous avez une bonne gestion libre avec plein de fonds d'investissement différents, des centaines de fonds d'investissement différents. Donc vous avez un choix qui est phénoménal et toute votre vie, vous pourrez changer, arbitrer vers les fonds qui sont les plus pertinents selon votre situation. Vous avez des frais qui sont beaucoup plus bas, sans frais sur versement. Vous avez un super service client quand j'appelle mes courtiers en ligne, là, c'est en 3 sonneries ou 2 sonneries, j'ai quelqu'un, c'est incroyable. Alors que quand j'ai failli signer chez la Banque Postale, bah là, mes parents qui y étaient, ils arrivent à avoir personne au bout du fil. Ou alors la personne est malade, faut rappeler le lendemain et espérer croiser les doigts qu'elle soit là. Enfin, c'était l'horreur. Donc on est gagnant sur tous les tableaux. Et en gros, donc, on va déjà sur un bon comparatif pour choisir son assurance vie et nous on compare. On compare gestion libre ou gestion pilotée. Est-ce que vous voulez gérer vous-même, c'est-à-dire dès l'ouverture, vous allez choisir est-ce que je veux fonds euros, est-ce que je veux des fonds actions
des fonds immobiliers ou autres, et dans quelle proportion. Donc ça, c'est la gestion libre. Donc là, on construit nous-mêmes notre portefeuille avec la gestion libre, d'accord? Mais malgré tout, on a une suggestion. Malgré tout, le courtier, par exemple, nous suggère, alors vous, selon votre profil, vous êtes jeune, vous n'avez pas peur du risque, etc. En fait, le courtier va poser une quarantaine de questions différentes. Ça s'appelle la réglementation KYC. Know your client, connaissez votre client. Donc il y a plein de questions. Le courtier va cerner votre profil. À partir de là, il va vous dire, alors pour vous, je vous suggère telle allocation. Une allocation, c'est de dire X% fonds euros, Y% tel et tel fonds. Est-ce que vous suivez cette allocation, oui ou non? Et donc je peux dire oui, je suis. Donc malgré tout, c'est gestion libre, mais malgré tout, bah, j'ai été conseillé. Ou je peux dire non, et là je prends la main. Si je dis non, et moi maintenant c'est mon cas, hein, je connais bien, donc je dis non et je prends la main. Mais quand on débute, peut-être qu'il vaut mieux dire oui et au moins la première année, voire être guidé, être tenu par la main. Donc si on dit non, là on va choisir ses propres fonds. Et là j'ai ma liste de tous mes fonds euros, toutes mes unités de compte qui s'affichent. Et là il y a du choix, j'ai des dizaines, des centaines de choix. Et là je choisis, mais parce que je connais. Sinon, donc soit on a la gestion libre, qui est conseillée, on accepte la suggestion, oui ou non, ou soit le courtier va dire, est-ce que vous préférez une gestion pilotée? Et donc la gestion pilotée, c'est de A à Z. Je vais totalement laisser la main. Tout ce que j'ai à faire, c'est de dire la somme que je souhaite investir. Donc je vais dire 500 euros, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, chacun selon son budget. Mais c'est la seule chose que j'ai à faire, c'est de dire combien j'investis. Et ensuite, le courtier prend la main, il fait l'allocation patrimoniale entre fonds euros et unité de compte, selon la réponse à vos questions, il s'adapte, c'est personnalisé. Et ensuite, durant la vie de votre contrat, pendant les années qui suivent, le courtier a la main également. Il va faire les arbitrages lui-même, il va switcher de fonds à un autre. Et tout ce que vous allez faire en gestion pilotée, c'est d'aller sur votre interface quand vous voulez, sur les bons contrats, parce que les mauvais contrats, vous allez galérer, mais les bons contrats, vous allez sur votre espace client, vous cliquez pour faire un rachat quand vous voulez. Ou alors, vous pouvez choisir de changer de mandat de gestion. Ça s'appelle un mandat de gestion en gestion pilotée. Vous pouvez dire, bah, jusqu'à présent, j'étais défensif parce que j'achetais ma résidence principale, par exemple, dans un an, j'avais besoin d'apport. Mais maintenant, j'ai récupéré mon argent pour investir dans ma résidence principale. Maintenant, j'ai une visibilité devant moi. Je peux investir sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc maintenant, je change de profil. Je vais passer de défensif à offensif. Et donc voilà, c'est juste ça, gestion pilotée, de dire quel est mon profil de gestion. Si je change de profil, je clique en 3 clics sur un bon contrat, c'est fait. Et voilà, ça roule. Ou en gestion libre, bah là, vous avez la main et il faut vraiment tout faire. Mais après, c'est pas forcément sorcier en soi. Pour mon fils, je suis en gestion libre. J'ai mis 100% sur un seul fonds qui s'appelle Tracker World, c'est-à-dire qu'il est 100% investi sur un fonds indiciel qui réplique la performance du marché action du monde entier. Et c'est tout. Je vais pas y aller tous les jours dessus et stresser. Non, je laisse dérouler. Une fois par an, là, on est bientôt en fin d'année, donc le 31 décembre ou le 1er janvier, je vais remplir mon fichier Excel, je vais aller voir, ah tiens, combien il a? Ah bah il a gagné 30% cette année, très bien. Et je vais juste, ça s'arrête là. Je vais lui dire, Achille, bien joué, fils, t'as gagné 30%. Mais ça s'arrête là. Moi, j'ai rien fait. Donc, c'est une gestion libre, mais malgré tout, ça repose sur un gérant. Vous allez choisir un fonds et c'est le fonds qui, à la tête du fonds de gestion, il y a un professionnel qui gère et c'est pas vous qui allez acheter et vendre les actions. Non, vous choisissez votre fonds et ça déroule aussi. Donc c'est pour assurer sur le côté gestion libre, c'est pas vous qui allez stresser tous les jours à gérer. Hein, non, on choisit son allocation et de temps en temps, par exemple tous les 6 mois ou tous les ans, on peut faire un point et se dire bon, est-ce que je fais un arbitrage ou est-ce que je change de mode de gestion? Voilà. Donc c'est pour expliquer gestion libre ou gestion pilotée, c'est ce qu'on choisit à l'ouverture. J'en profiterai dans les notes de l'épisode de mettre cet excellent article justement que vous aviez fait avec un peu le comparatif entre les différents produits, les différents contrats en fonction justement de ces deux types de gestion. Oui. Si la personne souhaite plutôt se tourner sur une gestion libre plutôt, etc., etc. Et puis version gestion pilotée aussi. Ouais, effectivement, parce qu'on a fait un podium des meilleures gestions libres pour ceux qui veulent avoir le choix entre plein de fonds différents, des fonds actions immobiliers. Et on a fait un autre podium pour les meilleures gestions pilotées avec celles, et du coup on a affiché les performances. C'est les gestions pilotées qui ont les meilleures performances historiques depuis au moins 3-5 ans. Et ça, c'est ce qu'on remarque quand on rédige des articles d'avis sur les gestions pilotées. On voit tout de suite quand une gestion est bonne ou mauvaise, c'est drôle. Quand on va sur un site, par exemple Crédit Agricole, et qu'on voit que leur gestion pilotée, il n'y a aucune mention des performances historiques, on se dit, OK, s'ils montrent rien, c'est qu'ils ont honte et c'est que c'est mauvais.
Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas, c'est quand les performances sont pas affichées, c'est que c'est pitoyable et ils les affichent pas parce que c'est mauvais. Tandis que les bonnes gestions pilotées, tu parlais tout à l'heure de Nalo, Yomoni, c'est les bonnes gestions pilotées. Et là, au contraire, c'est ce qu'elles mettent en avant. Elles sont fières de leur performance, elles mettent ça en avant. Et là, c'est le signe que généralement, c'est que c'est bon. Et donc, on a fait un podium pour les gestions pilotées aussi. Ouais. Super, et donc on mettra tout ça en ligne et puis à la fin de l'émission, je pourrais te demander justement, allez peut-être sans décrire, mais de but en blanc un petit peu ce que tu en penses, peut-être Mm. pour orienter celles et ceux qui souhaiteraient y aller. Mais comment ça se passe parce que donc on a vu encore une fois l'assurance vie très très libre, un bel outil, couteau suisse qui a multi usages, multi avantages. Hein, tu as parlé de la fiscalité dans le cadre de la transmission, mais il y a également la fiscalité au cours de la vie du contrat. Comment ça se passe la fiscalité? Puis après, on fera aussi également un petit tour sur le fonctionnement des différents contrats, les frais, etc., et des performances attendues. Et D'accord. on verra pour de nouveau refaire ce petit focus sur, je t'ai pas oublié, hein, Nicolas, sur ces intérêts composés qui sont très très chers aussi à tes yeux. Oui. Du coup, la fiscalité durant la durée de vie de ce contrat. Est-ce que tu peux en dire un petit mot? D'où la nécessité de l'ouvrir, entre guillemets, c'est accessible à tout le monde, on l'a dit, mais de l'ouvrir au plus tôt possible. Pourquoi? Effectivement. Alors oui, il y a deux choses. Il y a la fiscalité et les frais. Les frais sont prélevés par tous les intermédiaires. La fiscalité, c'est simple, c'est prélevé par l'État. Alors c'est juste un petit rappel, mais souvent les gens confondent les deux et ils me demandent quels sont les frais. Mais en fait, ils parlent de fiscalité. Donc il faut bien faire la part des choses. La fiscalité, c'est l'État français qui prélève des impôts, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Comme une plus-value sur une vente immobilière, etc., par exemple. C'est ça, Donc l'État vient et en fonction du régime, il y a des frais. c'est ça. D'accord. Donc cette fiscalité, cette partie sur l'État. Alors, en cas de vie, la fiscalité, c'est simple, elle s'applique seulement en cas de rachat. Un rachat, c'est quoi? C'est quand vous allez retirer l'argent de votre assurance vie. On retire quand on veut. On l'a vu tout à l'heure. On peut retirer dès demain si on veut. C'est pas bloqué. Et on peut garder l'argent sur l'assurance vie des années sans subir d'impôt. Parce qu'en fait, c'est une enveloppe. Et donc, l'argent travaille. Et c'est ça qui est fort en assurance vie, comme le PEA. On peut faire capitaliser l'argent dessus sans impôt, sans friction fiscale, pendant des années, parce que c'est fiscalisé, c'est imposé seulement quand on retire l'argent de l'assurance vie. Et le retrait, ça s'appelle, le terme technique, le jargon, dans le milieu, ça s'appelle un rachat. Soit un rachat partiel, c'est-à-dire je retire une petite somme de l'assurance, enfin, pas forcément petit, mais une somme partielle de l'assurance vie. Soit je fais un rachat total. Un rachat total, ça porte bien son nom, je retire tout l'argent de mon assurance vie. Mais, mais oui, on est imposé seulement quand on retire l'argent de l'assurance vie. Alors ça, c'est essentiel à comprendre. Parce que finalement, moi, je suis rarement imposé sur mes assurances vie. Enfin, il y a des contrats sur lesquels j'ai jamais été imposé, qui datent pourtant de 10 ans, parce que j'ai jamais retiré d'argent dessus. Donc l'argent, il capitalise, les intérêts composés marchent à plein régime. Et D'accord. j'ai d'autres contrats Mm. que j'ai ouverts il y a une dizaine d'années, où maintenant, depuis qu'elles ont 8 ans, je retire tous les ans, parce que après les 8 ans, et là, c'est un truc essentiel à retenir. Après les 8 ans, il y a zéro impôt sur le revenu sur la plus-value. On est imposé que sur la plus-value, hein, pas sur tout le rachat. Donc tous les ans, je retire 20 ou 30 000 euros de mon assurance vie et je suis imposé que sur la part de plus-value qui est dedans. Admettons, sur 20 000 euros de retrait, j'aurais peut-être que 5 000 euros de plus-value. Et donc l'assiette imposable, c'est pas 20 000, c'est 5 000. Et l'assiette imposable de 5 000 euros, étant donné que je suis en dessous du seuil d'abattement de plus-value annuelle, et là, pardon, ça va un peu loin, mais en assurance vie, on a un seuil d'abattement annuel. Après les 8 ans, on peut retirer jusqu'à 9 200 euros, 9 200 euros pour un couple marié ou pacsé, sans impôt sur la plus-value. Et enfin, c'est pas le retrait de 9 200 euros, c'est la part de plus-value de 9 200 euros. Donc moi, sur mes 20 000 euros que je retire, si j'ai juste 9 000 euros ou 5 000 euros a fortiori de plus-value, j'ai zéro impôt sur le revenu dessus. C'est parce que je suis marié. Si quand j'étais célibataire, c'était 4 600 euros. Donc tous les ans, je m'amuse à calculer, ou c'est l'assureur qui peut le faire, ou le courtier, quelle somme je peux retirer pour ne pas être imposé dessus. D'accord, donc il y a les deux choses, c'est super intéressant. Et là, on commence à entrevoir justement un peu la puissance de ce véhicule d'investissement. Mm. Donc tu l'as dit déjà, on épargne, on ouvre une assurance vie avec un capital de départ qui peut être très très faible, 1 000 euros, 5 000 euros, ça dépend. On fait des versements ou non tous les mois en fonction des contrats, à partir de 10, 15, 20, 30, 50 euros, peu importe, ou beaucoup plus.
Oui, Euh, c'est libre, versement libre. Là, tu as parlé tout à l'heure, peut-être cette année, d'une performance de l'un de tes contrats à 30%. Oui, parce que je suis 100% action dessus. Ouais. 100% en action, donc il y a eu un marché qui était assez fou cette année. Donc typiquement, tu as ouvert ton assurance vie, disons, pour une personne qui aurait ouvert son assurance vie au 1er janvier. Euh, donc là, l'émission, donc on l'enregistre en fin d'année 2021, mais ça sera certainement l'une des premières de 2022. Parfait pour prendre les bonnes résolutions. Donc pour en revenir, donc ton contrat pour quelqu'un qui aurait ouvert une assurance vie au 1er janvier 2021, il aurait mis 100 000 euros dessus. Hein, 100% fonds action, une bonne assurance vie avec peu de frais, etc. On y reviendra après. Il fait 30%, donc il a gagné typiquement 30 000 euros. c'est ça. Il a 130 000 euros à la fin de l'année. Il a rien à déclarer tant que ça reste dans l'enveloppe. Rien à déclarer. Ouais, Il y a 0,000 fiscalité. Et l'année d'après, son contrat va travailler ses intérêts sur cette base de 130 000 euros c'est ça. dans l'exemple là. Donc cette première force à l'image du PEA, c'est une enveloppe fiscale étanche. C'est Ouais, vraiment étanche à la fiscalité et ce qui permet de tirer au mieux des profits des intérêts composés. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand tu retires, je reprends ce même exemple, 100 000 ouais, euros, il y a eu 30 000 euros de plus-value, alors que ce soit sur 1 an, 2 ans, 5 ans, mais il y a eu ces ouais, 30 000 euros de plus-value. Tu veux retirer, tu vas être imposé déjà que sur la partie des plus-values. c'est ça. Donc, si tu retires 100 000 euros, tu fais un rachat total, tu vas être imposé sur 30 000 euros de plus-value. Si tu retires 1 000 euros, ton assiette, ça va être 500, simplement donc 300 euros si on fait le prorata. Oui, c'est ça, 30%. Ouais. Enfin, même pas parce que ça sera 30 000 sur 130 000. Donc 30 sur 130, ça fait peut-être 25% ou enfin faut calculer. Je suis pas très bon en maths, mais voilà l'idée. Ouais, 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 ouais. Et donc si tu retires 1 000 euros, tu vas être imposé ton assiette sur 300 euros. En fonction de ton année de détention, d'une part, on fera le descriptif, ce qui se passe avant les 8 ans, mais ce qui se passe après les 8 ans, déjà, il n'y a pas de plus-value, enfin, il n'y a pas d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu. Par contre, il mm, y a ce qu'on appelle les prélèvements sociaux, c'est ça. qui sont à l'heure d'aujourd'hui à 17,2, mais on bénéficie quand même, malgré tout, c'est ça, d'une exonération jusqu'à Alors non, non, c'est pas ça? les prélèvements sociaux, on ne peut jamais y échapper en fait. Les 17,2 de prélèvements sociaux, on ne peut jamais y échapper sur la plus-value. C'est prélevé tous les ans sur le fonds euro, les intérêts versés sur le fonds euro. Et au moment du rachat, il y a une régularisation en fonction des unités de compte aussi, il y a une régule, mais en gros, on peut jamais y échapper, c'est forcément 17,2% de la plus-value, les prélèvements sociaux. C'est vraiment la partie stricto sensu impôt sur revenu qui est exonérée après les 8 ans si on retire moins de 4600 ou 9200 euros d'impôt, enfin de plus-value par an. Ouais, c'est vraiment stricto sensu la partie impôt sur revenu, pas la partie prélèvements sociaux. D'accord, donc après les 8 ans, on aura les 17,2 dans tous les cas, Ouais, 17,2% des prélèvements sociaux sur la part de plus-value. Donc dans notre exemple, si on retire 1 000 euros, on aura 17,2% sur ces 300 euros ouais, c'est sur la part de. Ouais. qui représentent la plus-value. Par contre, on aura une exonération d'impôt sur le revenu dès lors qu'on ne dépasse pas des retraits d'un certain montant. Ce que tu expliquais, 4 500 grosso modo pour une personne seule. C'est ça, 4006 pour les célibataires Mm. et 9002, c'est le double pour un couple marié et pacsé. Ouais. Donc généralement, la meilleure optimisation, c'est d'ouvrir rapidement, de prendre date, même si on a peu d'argent à investir au début. Quand j'ai investi ma première assurance vie, c'était très peu, genre 500 euros, quoi. Mais peut-être dans 5 ans ou 10 ans, vous aurez des milliers ou des dizaines de milliers d'euros à investir si vous écoutez bien La Bonne Fortune et que vous suivez bien les blogs, les bons blogs. Vous deviendrez beaucoup plus aisé. Là, vous aurez beaucoup d'argent à investir. Et là, vous vous féliciterez d'avoir pris date 5 ans, 10 ans plus tôt. Parce que les années passent vite. Et quand votre contrat aura 8 ans, vous vous direz, ah ben génial, maintenant je peux retirer et je vais calculer combien je retire de façon à avoir moins de 9200 euros ou moins de 4600 en plus-value dans la part, dans le capital retiré. Et voilà, donc c'est optimisé. Moi, aux petits oignons, tous les ans, je retire, ça fait moins de 9002 et donc zéro impôt sur revenu sur la somme retirée. Et je peux réinjecter à la limite, je réinjecte tout de suite l'argent dessus et comme ça, la part de plus-value dans le capital global du contrat, la part de plus-value diminue. Comme ça, le jour où j'ai vraiment besoin de retirer tout, mais cette fois, une fois pour toutes, j'aurai une part de plus-value qui sera plus faible et donc moins d'impôts dessus. Ça s'appelle purger. On appelle ça purger la plus-value.
C'est si on veut, tous les ans, on peut retirer et reverser aussitôt. Mais ça vaut dans les contrats à 0% de frais sur versement. Sinon, vous allez payer des frais sur versement. Vous allez payer 3 ou 4% de frais pour rien. Mais sur les bons contrats sans frais, on peut sortir et remettre aussitôt. Comme ça, on lave la plus-value. Et comme ça, mécaniquement, la part de plus-value dans le contrat, ça s'amenuise. Et le jour où on veut retirer beaucoup, eh ben, on n'est quasiment pas imposé. Super, donc ouais, ça peut paraître un peu technique, mais au final, c'est très très simple. Ouais, On ouvre, on prend date. Si aujourd'hui, si dans 5 ans, je revends un bien, un appartement, ou alors je me suis amusé, je sais pas moi, avec les crypto-monnaies ou d'autres supports, hop, j'ai de l'argent qui arrive, une rentrée d'argent ou un héritage, hein, j'ai une rentrée d'argent, j'ai ouvert cette assurance déjà il y a 5 ans, je peux placer dessus. c'est ça. Encore pendant 3 ans, j'ai profité des intérêts, etc. Et j'aurais simplement à attendre, entre guillemets, 3 ans pour bénéficier un petit peu de tout ça. De la fiscalité privilégiée. Mhm. Parce que c'est la date d'ouverture qui compte et non pas la date de versement. Et c'est ça, les gens souvent s'embrouillent là-dessus. Non, ce qui compte, c'est la date d'ouverture. Et c'est ça qui est génial avec ce produit, c'est aussi un cheat code. On peut ouvrir avec zéro, ou enfin avec quelques euros, avec 100 euros, et puis finalement on profite plus tard à 8 ans, qu'on a beaucoup plus d'argent, c'est là qu'on profite et on peut avoir des montagnes de plus-value exonérées. Donc la transmission, OK, 152 000 euros par bénéficiaire, sans impôt sur les successions. Mm. L'imposition dans le contrat, OK. Si on retire avant les 8 ans, on est imposé tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux? Alors au pire c'est 30% parce que maintenant c'est la flat tax. Ouais. Donc au pire, c'est 30% tout compris. Impôt sur revenu plus prélèvements sociaux. 30% de flat tax sur la part de plus-value, bien sûr, hein, pas sur tout le retrait. Et donc ça, c'est avant 8 ans au pire. Ou on peut toujours opter pour l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Si on est en tranche 0% ou en tranche 11%, c'est plus intéressant de opter pour le barème de l'impôt sur le revenu. Maintenant, si on est en tranche TMI, tranche marginale d'imposition 30, 41 ou 45%, il vaut mieux opter Ouais, la ou flat tax. choisir pour la flat tax par défaut. Par défaut, c'est la flat tax. Bah oui. Mais si vous êtes en tranche 0 ou 11%, prenez le barème fiscal de l'impôt sur le revenu, ça sera moins imposé parce que 0 plus 17,2, ça fait 17,2, c'est moins que 30%. Très, très clair. J'ai entendu ton enfant, là, justement, ça me fait c'est super Le cri derrière intéressant. la porte. Le cri derrière la porte, ça me fait penser. Donc, toi, tu dis que tu as ouvert, tu as placé pour ton enfant, tu as ouvert une assurance vie au nom de ton enfant, en plus? C'est ça, alors il était à peine né, il avait 2-3 mois que je lui ai ouvert une assurance vie à son nom. J'ai pas mis à mon nom, sinon l'argent ne lui appartient pas si je mets à mon nom. Sinon c'est l'argent qui m'appartient. Donc pour que l'argent lui appartienne vraiment, j'ai ouvert une assurance vie à son nom. Et on a un article là-dessus aussi qui explique comment placer pour ses enfants. Parce qu'il y a des contrats qui sont pas adaptés du tout pour les enfants ou c'est une galère avec les assureurs, c'est pas possible. Donc on a filtré les contrats qui sont possibles d'ouvrir pour des enfants et qui en même temps sont intéressants avec très peu de frais et des bons fonds d'investissement. Donc j'ai ouvert une bonne assurance vie pour mon fils et lui, vu son horizon de placement, bah, naturellement j'ai mis 100%. Voilà. Si j'avais écouté mes parents, j'aurais ouvert une assurance, un livret A, et au lieu d'avoir, je dis n'importe quoi, mais 1000 euros et 0,5% d'intérêt, bah, ça lui ferait 1005 euros, super. Au bout d'un an, il aurait 1005 euros. Ben là, j'ai ouvert une assurance vie avec 1000 euros. Au bout d'un an, il a 1300 euros. Voilà, déjà, il part d'un meilleur pied dans la vie. Voilà, donc c'est carrément plus intéressant que les traditionnels livrets A recommandés par les grands-parents ou les parents. Souvent, c'est le réflexe qu'on a quand on est peu informé. Mais là, les gens qui nous écoutent, logiquement, ils sont bien informés et pour eux, vaut mieux qu'ils ouvrent un bon contrat d'assurance vie parce que le gamin, il va capitaliser avec un rendement qui sera bien meilleur. Alors, si vous mettez 100% fonds euros dessus, non, ça sera 1 ou 2%. Bon, c'est mieux que le livret A, mais ça reste très faible. Mais si vous mettez un mix de fonds immobiliers, fonds actions, fonds euros, là, il pourra capitaliser à peut-être 5% par an et là, c'est énorme. Si vous faites 5% par an pendant 20 ans par rapport à 0,5% par an pendant 20 ans, au bout du compte, dans 20 ans, le gamin, soit il paye son permis, ou soit il paye à la fois le permis et la Clio, ou je sais pas quelle voiture il voudra, mais au bout du compte, ça sera énorme la différence de capital dans 20 ans. Pour une même somme épargnée tous les ans. Ça revient un petit peu ce que tu disais sur, justement, tout à l'heure, là, les intérêts composés. En fait, je vais prendre un exemple chiffré très, très simple. Les intérêts composés, c'est-à-dire que, heu,
on met aujourd'hui 10 000 euros. Si on a les 5% de rendement, je pense qu'on peut partir sur cette hypothèse qui est une Oui, hypothèse réaliste. Là, encore une fois, les 30% de cette année, c'est une année c'est exceptionnelle, 100% action et c'était exceptionnel, oui. mais c'est pas révélateur du marché moyen. Ouais, si on fait une allocation rationnelle, raisonnable, ça sera peut-être 50% action et Voilà. 30% IMO et 20%. Et là, on peut compter sur 5%, on peut Allez, arrondir à 5%. Ouais. si on tape sur 5% pour avoir un calcul assez simple, donc si on met par exemple aujourd'hui 10 000 euros, ça fera 10 500 euros à la fin de Mm, l'année, gagner 500 euros au lieu de 50 euros dans le cadre du livret A. c'est Donc ça. déjà 500 versus 50 dans cet exemple-là. Pour une année, mais le fait de les intérêts composés, c'est toute la magie de la chose, c'est de réinvestir le fruit de ces intérêts, le fruit de ce Mm, capital qui a été créé de par les intérêts et de faire cette boule de neige. Parce que donc l'an prochain, dans ce même exemple, on repartira non pas sur une base de 10 000, mais de 10 500, ce qui c'est va ça. reproduire un peu plus d'intérêts et encore un peu plus et encore un peu plus. Ouais. Et donc ça, la différence, elle est énorme. On a du mal à l'apercevoir au début, mais elle est énorme sur des horizons de temps assez longs, 10, 15, 20, 30 ans et plus encore. C'est en ce sens où toi-même, personnellement, tu as ouvert cette assurance vie pour ton enfant. Mm, C'est en ce sens que tu préconises d'investir aussi sur le long terme. C'est en ce sens, euh, si à l'inverse, et je vais revenir sur les frais après parce que c'est très très intéressant. Pourquoi, et on va comprendre très très rapidement pourquoi les frais ont un impact important sur ce type de contrat et de faire attention avec qui on travaille. 10 000 euros à 5% sans remettre un seul centime par mois. ouais. On ouvre juste le contrat, on ne met pas un seul centime. Sur 20 ans à 5%, ça fait 26 000 euros 500 à la fin. Donc on a gagné 16 000 euros en 20 ans sans rien faire, juste en plaçant là. Si on fait le même calcul, et donc là on voit la force des intérêts composés, et si on refait le même calcul avec 2%, ça fait 14 000 euros. C'est-à-dire que on a gagné que Et 4 000 euros dans cet exemple au lieu de 16 000. Donc en et gros, t'as compté 2% en plus, c'est ça? et j'ai compté 2%. Ah, c'est déjà très sympa parce que ouais, la plupart des gens feront même à 0,5 sur le livret A. Donc ouais, t'as déjà été sympa et malgré tout, la conclusion, elle est clairement, ouais. Exactement, et je prends cet exemple justement pour faire cette transition par rapport au warning qui doit être fait par rapport aux personnes qui souhaiteraient ouvrir une assurance vie, etc., de faire attention sur ce qui est proposé. On a bien compris qu'il y a différentes approches, gestion libre, gestion pilotée, accompagnée. On a bien vu qu'il y avait différents fonds dedans, mais les courtiers, les banques, les assureurs qui nous proposent tous ces contrats, ils nous le proposent, c'est très bien, ils veulent nous accompagner, mais ils veulent bien aussi se rémunérer. Hein. Il y a pas de magie. Mm, Et c'est là où, en dehors de la composition du fonds, en dehors du service client, en dehors de toutes ces considérations qui sont importantes à prendre, il y a également les commissions, les frais, le coût du service qui est apporté. Et c'est là où ça va être très très disparate entre tout ça. Grosso modo, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi, je cible d'une part les acteurs, on va dire, bancaires traditionnels qui ont pignon sur rue d'une façon générale, qui eux ont des frais fixes, des coûts vraiment très très importants, et d'autres peut-être les banques ou les courtiers en ligne, nouvelle génération, 100% digital, qui sont peut-être avec des services plus smart, plus cool et beaucoup plus neutres en termes de frais pour le mm. coup. Et qui peuvent faire une différence. Et j'en reviens, juste pour conclure, sur cet exemple avec les 5% ou les 2%, c'est que de temps en temps, on peut voir certains qui proposent des frais d'entrée à 3%. C'est pour ça que j'ai pris cet Ouais, exemple. ça bouffe toute la Ou perf. alors des frais d'entrée à 3%, plus des frais de gestion tous les ans à 2, 3, 4, 5%, et éventuellement des frais de sortie. C'est délirant. Euh, Comment ça fonctionne? C'est quoi ton œil là-dessus, Nicolas? Bah, alors, moi, c'est très pragmatique, hein. La performance nette d'un produit, c'est quoi? C'est la performance brute moins les frais. Donc, la performance brute, on a vu qu'on peut l'améliorer en prenant les bons fonds d'investissement sur les bons contrats. Sur un mauvais contrat, on n'aura pas de bons fonds d'investissement, donc c'est mort. Mais donc, il faut prendre un bon contrat avec des bons fonds d'investissement pour avoir une bonne performance brute. Et ensuite, vu que la performance brute est diminuée des frais, eh ben, il faut trouver des contrats avec de faibles frais pour avoir une bonne performance nette. Il faut optimiser les deux, bonne performance brute et faible frais. Et les frais, on se rend compte que dès l'ouverture, on les connaît les frais. Dès l'ouverture, on sait que les frais, ils sont élevés ou ils sont pas élevés, mais on sait donc. Il faut vraiment faire attention aux frais, il faut pas signer des contrats avec des gros frais. Et c'est ce qui m'a amené justement à me passionner pour le sujet des finances perso en 2009, parce qu'en rentrant de l'eau perso extérieure,
J'avais de l'argent, j'ai voulu voir ma banque et ma banque a voulu me vendre, c'était la banque postale. Ils ont voulu me vendre une assurance vie, je crois qu'il y avait 3 ou 4% de frais sur versement. Et là, je me suis dit, mais ça me paraît bizarre. Enfin, j'y connais rien, mais ça me paraît bizarre ce truc. Pourquoi je verse 10 000 € ou 30 000 €? Je sais plus combien je voulais verser, mais c'était pas mal, hein, c'était quelques dizaines de milliers d'euros. Je crois que c'était 30 ou 40 000 €. Au lieu d'avoir un petit cadeau, au contraire, ils me demandent de payer 3% de frais. C'est abusé. Donc je me suis renseigné, c'est là que je suis tombé sur le forum, et là j'ai découvert le monde merveilleux des finances perso. Je suis tombé dedans, et là effectivement, bah, j'ai laissé tomber la banque postale. J'ai dit bon, bah merci, mais on se verra plus tard. Au revoir madame. Et j'ai signé un bon contrat sans frais de versement. Et là, d'entrée de jeu, sur 30 000 €, bah, j'ai économisé 900 €, quoi, les 3% de frais. Donc déjà, faut avoir des contrats sans frais de versement, parce que tout de suite, c'est des grosses économies. Et tout de suite, j'avais 30 000 € qui travaillaient, au lieu d'avoir seulement 29 100 € s'ils me prenaient 3% de frais. Donc tout de suite, j'ai plus d'argent qui compose, les intérêts composés, et en plus, bah, j'évite de perdre 900 € bêtement. Donc voilà, déjà, zéro frais sur versement, et en plus, faut faire attention aux frais de gestion. Alors, les frais de gestion, là, vous pouvez pas y échapper. Il y aura forcément des frais de gestion parce que les assureurs, ils vont pas travailler gratuitement, c'est sûr. Il y a des frais de gestion qui, bah, d'après nos comparatifs, ce qu'on observe sur le marché, sur les centaines de contrats d'assurance vie qui existent, ça s'étale entre 0,5% par an sur l'encours sur gestion. Mhm. L'encours sur gestion, c'est l'argent que vous avez placé sur votre contrat d'assurance vie. Ça va entre 0,5%, les meilleurs contrats, jusqu'à 1%, les moins bons contrats. C'est du simple au double. Et ça, mine de rien, c'est énorme. Quand vous avez un fonds euro qui rémunère 2% ou des fonds d'investissement qui rémunèrent 3% en moyenne, si vous prenez 0,5% de frais par an ou 1%, bah, vous comprenez bien que si votre contrat est rémunère que 2% par an, mais qu'on vous prend 1% de frais de gestion, et qu'en plus il faut verser 3% de frais sur versement, bah là vous avez un vent de face qui est énorme, et vous êtes comme le cycliste qui a un vent à 100 km/h en face de lui. Il a beau être Richard Virenque, bah c'est plutôt, j'ai 38 ans, que j'ai des vieilles références. Vous êtes Richard Virenque ou Poulidor, vous avez beau pédaler comme un malade à 50 km/h, mais si en face de vous, vous avez un vent de 100 km/h, ben, vous allez reculer, quoi. Et c'est ce que tu as vu sur ton assurance vie. Tu me racontais ta assurance vie où tu as placé, je sais plus combien, mais et pourtant le marché il est très haussier depuis un an, 30% les actions. Et malgré tout, tu as à peine récupéré l'argent que tu avais placé dessus parce que tu avais des ventes face incroyables, les frais sur Exactement, ouais. versement, les frais de gestion de malade. Donc non, Ce que je t'ai expliqué pour faire un petit focus là-dessus, et justement, c'est là où c'est intéressant parce que, comme tu dis, bon, tous ces frais à l'entrée, ces frais de gestion, etc., il faut être vigilant hein, de ce qu'on achète parce que ça peut bouffer toute la performance. Et pour ma part, ouais, comme je te le disais, suite à la vente d'un logement, ma banque qui m'avait financé ce logement voulait récupérer les fonds pour rembourser par anticipation le crédit. Et moi, je voulais conserver ces fonds. Et donc, le deal qui avait été trouvé, quand même, c'était de mettre en placement, en garantie, en nantissement, une partie de ces fonds. Et donc, j'ai ouvert une assurance vie pour nantir, pour mettre en face. Et vu que je suis, bon, après, content d'être passé par cette banque hein, traditionnelle hein, qui m'accompagnait dans mes projets, etc., c'était le deal. Ceci dit, je sais très bien que l'assurance vie n'était pas adaptée, en tout cas performante, de par non pas les performances qu'ils font tous les ans, et quoique c'est même moyen, mais surtout de par les frais qui sont appliqués, où je me suis tapé directement ces 3% de frais que tu as failli avoir à la Banque Postale. Alors moi, c'est pas la Banque Postale, c'est une autre, je citerai pas, mais c'est une banque Capignon sur rue traditionnelle qu'on connaît tous, hein, au groupe, où je me suis tapé ces 3% de frais, plus des frais de gestion, et donc cette somme qui a été placée en 2018, malgré un marché haussier depuis 3 ans, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis même pas encore retombé, alors j'y suis presque, hein, mais à l'équilibre de ce que j'ai mis. c'est quel gâchis. Donc j'ai un placement zéro. Même si j'ai mis l'ensemble sur le livret A, aurait été même plus performant. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est quand même dingue. Et donc de là, faut faire attention. C'était il y a 3 ans et tu vois, moi je suis pas allé sur le forum parce que je connaissais pas, mais en me documentant, etc. également, ben, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur tout ça et puis d'ouvrir différentes assurances vie, comme je te le disais, sur différents supports, différents groupes. Et voilà. Mais donc ces frais, encore une fois, c'est les intérêts composés. Hein, ça va dans un sens, ça va dans l'autre, mais en tout cas, le courtier et ceux qui appliquent des gros frais, eux, ils ont bien compris ça et depuis longtemps, et c'est pour ça qu'ils gagnent. En plus, c'est quand même l'investisseur qui prend le risque parce que si demain on met encore une fois 10 000, 50, 100 000 euros,
On va voir la performance du marché. Donc, si elle est bonne, tant mieux. Mais s'il y a un crack, il y a une année, on fait moins 20%. Donc, on va perdre 20% de ce capital. Par contre, on aura quand même les frais de gestion. C'est ça, ouais. C'est hyper violent, ouais, ouais, clairement. Et ce qui est drôle en plus, c'est moi j'accepterais de payer plus de frais. Si on me disait, bah, ok, tu as 3% de frais sur versement et tu as des gros frais de gestion annuels 1% par an, mais en contrepartie, tu as des super fonds d'investissement qui vont faire plus 10%. Là, ok, je dirais, bah, ok, d'accord, c'est un investissement, ok, je signe. Mais non, même pas. Non seulement c'est des frais qui sont très élevés, et en plus, quand on décortique ces contrats, parce que nous, on les a tous décortiqués, hein, les contrats des classiques des banques en dur. Alors, il y a Crédit Agricole, Société Générale, BNP, LCL, on peut toutes les citer, mais c'est peu ou prou, c'est toujours quasiment le même modèle. C'est des frais très élevés et en plus des fonds d'investissement dedans qui sont très, très médiocres. C'est incroyable. Alors que sur les bons contrats d'assurance vie qu'on cite, on a à la fois des frais qui sont zéro ou presque, et en plus dedans, il y a des super fonds. Il y a les trackers par exemple. Les trackers, c'est des fonds pour investir en bourse et qui font des performances largement supérieures à ce que font les fonds traditionnels. Et pourtant, les fonds traditionnels, ils prennent 2% de frais de gestion par an en moyenne. Les trackers, c'est que 0,20 par an. Exactement. Les SCPI, pareil, sur les mauvais contrats, il n'y a pas de SCPI. Alors que sur les bons contrats, on a des SCPI et qui reversent en plus 100% des loyers. Alors que parfois, il arrive que sur certains mauvais contrats, il y a des SCPI, mais déjà très peu. Il y a 2-3 SCPI qui se battent en duel. Et en plus, on n'a que 80 ou 85% des loyers qui sont reversés. Alors non, moi j'ai ouvert à titre perso une assurance vie pour les SCPI qui permettent d'investir en immobilier dans des parcs locatifs qui peuvent peser des centaines de millions d'euros, voire même plusieurs milliards d'euros. J'ai une SCPI qui pèse 3 milliards d'euros et tous les trimestres, je reçois les loyers. Et sur ce contrat, j'avais 25 ou 30 SCPI différentes et en plus, elles versent 100% des loyers. Alors que le contrat d'à côté, l'agence au coin de ma rue, j'ai 3% de frais sur versement, j'ai que 3 SCPI qui se battent en duel, donc pour diversifier, c'est nul. Et en plus, j'ai que 80% des loyers. Enfin, donc, attention au discours des vendeurs qui ont tendance à dire oui, certes, madame, mais vous payez des frais, mais on a un meilleur contrat, c'est du haut de gamme. Ben non, désolé. Non seulement il y a plus de frais, mais en plus c'est du bas de gamme avec des produits d'investissement qui sont mauvais dedans. Donc ça me fait toujours rire ce discours. Donc ouais, attention aux frais, attention au support d'investissement qu'il y a dedans. Du coup, chez qui on peut aller? Donc, les banques en ligne, on a évoqué, je mettrai encore une fois les comparatifs. J'y vois peut-être. Yeah, coucou. Mon fils qui vient de monter sur mes genoux. Du coup, j'y vois peut-être les assurances vie type, tu parlais Linksea, Nalo, WeSave, Yomoni. Oui. Tous ces groupes-là, grosso modo, ça peut être intéressant ou Alors à tes grosso modo, ils yeux? sont très bons. Alors pour faire un classement taillé grosso modo, on va dire que les banques en dur, les banques traditionnelles, c'est mauvais. Désolé, hein, mais pour s'il y a des banquiers qui nous écoutent, mais globalement, c'est des gros frais et des fonds d'investissement pas intéressants. Les banques en ligne, c'est mieux. On est un cran au-dessus, voire même deux, trois crans au-dessus, parce qu'il y a zéro frais sur versement et il y a des fonds d'investissement globalement qui sont bons. Et il y a des frais de gestion qui sont raisonnables, à peu près 0,75% par an. Donc les banques en ligne, zéro frais sur versement, des frais de gestion qui sont un peu meilleurs, un peu plus bas que les banques en dur. On est à 0,75% en moyenne, alors qu'en banque en dur, c'est 1% en moyenne par an. Et les mieux, ce sont les courtiers en assurance vie spécialisés en ligne. Et là, on trouve zéro frais sur versement. On trouve des frais de gestion annuels qui sont à 0,5 ou 0,60% par an. Et on trouve les plus grands éventails de fonds d'investissement pour investir. On trouve 500 ou 1000, 1000 fonds d'investissement différents dedans. Donc c'est l'idéal, les courtiers en ligne. Et ça, c'est ce qu'on présente sur notre comparatif sur notre site. On a un comparatif pour comparer les meilleures assurances vie plutôt en gestion libre, avec les critères de frais sur versement, de frais de gestion, de frais d'arbitrage. Pareil, les frais d'arbitrage, on veut 0% nous. Alors que dans les agences, les banques en dur, généralement, c'est 0,5 ou 1% de frais d'arbitrage. Enfin, c'est démentiel. Frais d'arbitrage, c'est à la vente, hein. C'est quand on vend ou quand on On change switch, unité de quand on compte, change de... C'est action, ça. etc. Ouais. Si je vends l'unité de compte X contre l'unité de compte Y, ou si je vends 1000 euros de fonds euros pour acheter des fonds d'investissement, au sein du contrat, j'ai des frais d'arbitrage. Donc c'est hyper cher. Si je vends 10 000 euros de fonds euros pour investir
en fonds actions, la banque me prend 1%, me prend 100 euros. Enfin, non, c'est incroyable. Donc, c'est des frais à tous les étages. Frais sur versement, frais quand tu arbitres dedans, frais quand des frais de gestion de 1%. Enfin, il reste plus rien au bout du compte. Donc, oui, dans nos classements, on met aussi le critère frais d'arbitrage 0. On met le nombre d'unités de compte. Est-ce qu'il y a des SCPI dedans? Est-ce qu'il y a des trackers? Parce que pour nous, c'est les meilleurs fonds pour investir. Les trackers, c'est beaucoup plus économique et ça fait mieux de performance pour les actions. Ça fait une meilleure performance. Les SCPI, c'est génial si on veut investir en immobilier. Donc, on les met en avant. Alors que les assurances vie traditionnelles, il n'y a ni trackers, ni SCPI, ou c'est très rare. On met les frais d'arbitrage, je l'ai dit. Et on met un peu pourquoi on aime ce contrat. Il y a des contrats on les aime pour les 100% fonds euros. D'autres contrats, on les aime pour investir en SCPI, en immobilier. Et d'autres contrats, ça sera plutôt pour investir en trackers, en fonds actions. Et ça, c'est le premier podium, classement gestion libre. Et on a un deuxième podium, la gestion pilotée. C'est les meilleures gestions pilotées. Et voilà, on a les critères. Déjà, la performance. Quelle est la performance historique de ces contrats? On prend forcément les meilleurs. Et ce qui est drôle à voir, c'est que les meilleurs en gestion pilotée, c'est pas un hasard. C'est logique, c'est mathématique. C'est les gestions pilotées qui investissent sur les trackers, les fonds indiciels qui répliquent la performance du marché action. Et ça, c'est logique parce qu'il y a moins de frais dedans, moins de frais, et généralement c'est plus de performance dans la poche de l'épargnant. Et ça, c'est des gestions pilotées qui ont plus de profil. Si on va voir une assurance vie en dur dans la banque traditionnelle de Madame Michu, on a généralement 3 mandats de gestion, c'est soit défensif, soit équilibré, soit offensif. Les bonnes gestions pilotées, non, c'est souvent 10 mandats différents, c'est très fin, voire même 100 mandats de gestion différents, c'est très très fin. On peut même avoir un biais ISR, par exemple, un biais investissement socialement responsable. On peut décider d'avoir une gestion pilotée qui est vraiment sous le timbre de l'investissement socialement responsable. On peut aussi avoir une gestion pilotée qui est plus teintée immobilier. C'est possible également. Donc c'est très personnalisé. Tandis qu'en banque en dur, non, c'est impossible, ça, ils ne connaissent pas. Donc pareil, des frais sur versement 0, une bonne performance, des bonnes personnalisations des mandats de gestion. Voilà, c'est nos critères pour la gestion pilotée. Donc, encore une fois, on peut diversifier. Moi, j'aime bien avoir une ou deux gestions pilotées et 2-3 gestions libres à côté pour faire, parce que en gestion pilotée, on peut pas faire 100% fonds euros. Donc, j'aime bien avoir une gestion libre sécurisée, 100% fonds euros pour faire mon épargne de précaution. Et pareil, on peut pas investir en immobilier en gestion pilotée. Donc, à côté de mes gestions pilotées, j'ai une assurance vie pour investir en SCPI. C'est pour ça qu'il faut diversifier en assurance vie si on veut tout faire. Si on veut investir en immobilier, en actions, en fonds euros et en piloté, il faut avoir plusieurs assurances vie. Ouais, super, super intéressant. Donc, la personne qui veut pas se prendre la tête, une assurance vie, gestion pilotée, etc., c'est déjà bien. Celle qui veut aller un petit peu plus loin, plusieurs assurances vie, gestion pilotée et ou gestion libre. Et celui qui veut aller vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, gestion libre, beaucoup, encore une fois, diversifier les supports, diversifier les assureurs, d'avoir cette soupape avec ces 70 000 euros par assureur, enfin pour l'État par assureur qui est garanti. On comprend bien l'intérêt de cette diversification. Et encore une fois, c'est un véhicule qui permet des avantages notamment fiscaux, notamment de succession de transmission, qui offre un panel à t'écouter, mais vraiment un panel de possibilités de choix. Si c'est bien fait, ça coûte 0, à l'ouverture en tout cas. C'est ça. Autant ne pas se priver et d'en ouvrir 1, 2, 3, Oui. 4. On a même une prime d'ouverture si c'est bien fait. Parce qu'on passe sur mon blog et on a négocié avec, tu parlais de Nalo tout à l'heure, ou Yomoni, ou même Linksea, avec les meilleurs, on a négocié pour que nos lecteurs aient des offres à l'ouverture. Exactement. Et donc en plus, si on se débrouille, on est malin, on a une petite prime à l'ouverture. Pour résumer, c'est quand même c'est un véhicule que tout le monde devrait avoir. On comprend mieux pourquoi c'est le placement préféré des Français. Je pense que dans le cadre de la succession, ça joue un grand, grand rôle. Ça joue aussi un rôle. Ouais. Quand tu parles des 1000 milliards, 800 millions Ouais. d'euros d'encours. 1800 milliards, ouais. 1800 milliards, ouais, pardon, 1800 milliards d'euros d'encours dessus. Donc c'est un vrai couteau suisse avec tous ces avantages fiscaux dès lors qu'on prend date, fiscaux à la transmission. Il n'y a pas de plafonnement, encore une fois, hein, pour synthétiser un petit peu tout ça. On peut en ouvrir aussi pour nos enfants et qu'ils puissent bénéficier à leur tour des intérêts composés, en plus de notre propre assurance vie qui, le cas échéant, sera éventuellement transmise.
Donc ouais, c'est super intéressant. Toi, Nicolas, en dehors de l'assurance vie, est-ce que tu as d'autres classes d'actifs où toi, personnellement, Alors oui, tu es investi, que tu apprécies particulièrement? alors en fait, pour moi, l'essentiel, c'est de diversifier son patrimoine. Diversifier entre classes d'actifs. Les actions, l'immobilier, le fonds euro, c'est les trois actifs principaux. On peut ajouter les crypto-monnaies, c'est un quatrième actif qui existe maintenant depuis pas mal d'années, hein, mais qui prend de plus en plus de place, même dans les milieux les plus institutionnalisés. Je pense à JP Morgan, par exemple, c'est une banque bien traditionnelle de gestion de fortune. Et même eux, maintenant, commencent à recommander 2-3% de crypto-monnaies dans leurs actifs. Mais pour faire simple, les trois plus grosses, actions, immobilier, fonds euros, moi j'optimise les enveloppes. Donc les actions, je les fourre, pour parler clairement, je les fourre en PEA, en assurance vie, parce que le PEA c'est aussi une super niche fiscale. Je les mets au maximum en assurance vie, en PEA, pour optimiser fiscalement. L'immobilier, j'en ai en assurance vie via les SCPI, mais j'en ai aussi en direct hors assurance vie. J'ai des SCPI hors assurance vie. J'ai ma résidence principale aussi que j'ai acheté à Lille, tu vois derrière moi. J'envisage d'acheter peut-être un LMNP l'année prochaine à Paris ou à Nice, de faire du meublé, Loueur meublé non professionnel? Mm. ouais c'est ça, louer en meublé non professionnel. J'envisage de le faire. Et le fonds euro pour la sécurité. Il me reste toujours une poire pour la soif, c'est le fonds euro. Comme ça me sert d'épargne de précaution. Ça me sert aussi si demain il y a un crack, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, les cracks immobiliers, ça arrive, enfin les cracks actions, pardon, ça arrive tous les 3-4 ans, ou ça peut même se reproduire encore l'année prochaine, hein. Donc moi, j'ai toujours des fonds euros, quelques dizaines de milliers d'euros en fonds euros, parce que ça peut me servir si besoin. Je récupère, je fais un rachat, dans une semaine j'ai l'argent et j'investis ça sur les marchés, soit au sein de mon assurance vie. Donc là, c'est un simple arbitrage. Ou soit je retire de mon assurance vie et je place sur PEA ou compte titre. Mais le fonds euro, ça reste essentiel, même si ça rémunère que 1% par an, ça reste essentiel parce qu'on ne peut pas avoir tout son patrimoine investi en actions immobilières. C'est du long terme, les actions immobilières. Et j'ai besoin d'avoir toujours des fonds euros pour mes besoins urgents ou pour mon épargne de précaution ou de sécurité si j'ai besoin pour investir demain, par exemple, si j'ai une super opportunité, ben, je vais pas vendre un appartement ou je vais pas vider mon PEA. Non, je vais prendre sur mon fonds euro. Donc moi, voilà, mon patrimoine, c'est grosso modo ce qui est long terme. Ce que je veux investir à long terme, je fais 50% actions, 50% immobilier, en optimisant bien le PEA, l'assurance vie. Ce que j'investis, ce que je veux garder à court terme, c'est le fonds euro. Ok, ouais, donc un mix entre voilà, tes objectifs long terme, court terme, et en plus tes Ouais, différents véhicules qui sont plus ou moins liquides pour que en tu puisses optimisant les enveloppes. voilà, pour que tu puisses avoir ce dont tu as besoin en fonction. Quelle est ta vision sur, tu as parlé des crypto-monnaies, etc., de l'arrivée de la technologie de la blockchain? Est-ce que tu penses que ça aura un impact sur, d'une façon générale, peut-être les banques, les courtiers en ligne et l'assurance vie plus particulièrement? Quelle est ta vision sur la blockchain? Franchement, j'y connais vraiment pas grand-chose en tout ce qui est crypto-monnaie. J'essaye de lire, hein, de me documenter là-dessus, mais ça reste encore un peu nébuleux. Mais ouais, il y a moyen que ça disrupte le marché des courtiers. C'est des gros, faut savoir, c'est des gros dinosaures, hein, les assureurs. Parce que même en ouvrant chez Linksea, Yomoni, Nalo, etc., les courtiers en ligne, ce ne sont que des intermédiaires qui sont super, hein, mais c'est que des intermédiaires et l'argent, in fine, il est chez les assureurs. Les assureurs, c'est qui? C'est Generali, c'est Crédit Agricole, c'est Crédit Mutuel, c'est des gros mastodontes qui ont 30 ans, 40 ans. Est-ce qu'ils prennent le pli de tout ce qui est blockchain, Web3, etc.? Je suis pas sûr qu'ils prennent le pli facilement. Mais ouais, il y a moyen que ça révolutionne quand même les choses d'ici. Ce sera pas de mal à veille, à mon avis, hein. Mais peut-être Hmm. dans 3-4 ans, peut-être qu'il va y avoir des choses. Ouais, ou que ça viendra par le bas, peut-être par d'autres. Peut-être que ça viendra par les courtiers en ligne là qui sont très modernes, peut-être qu'ils vont bousculer Ouais, les voilà. vieux dinosaures pour faire avancer les choses. Ou les notaires aussi, peut-être qu'on va faire des transactions maintenant notariales sécurisées par la blockchain. Mais ça pareil, les notaires c'est une vieille rente. C'est un vieux métier avec une rente de situation. L'âge moyen des notaires, je pense que c'est 50 ans. Donc, est-ce qu'ils vont se faire uberiser ou blockchainiser peut-être que c'est le train naturel des choses et ça serait sans doute une bonne chose, mais ouais, c'est peut-être pas demain la veille non plus, hein. Ouais, ouais. Après, pour en avoir discuté, encore une fois, je fais référence aux épisodes 26
et 32 sur tout ce qui est l'héritage, la succession, la transmission, avec deux notaires qui sont assez jeunes, hein, pour le coup, qui n'ont pas les âges que tu viens de dire, hein, ils sont beaucoup plus jeunes. Ben, ils sont quand même assez intéressés, assez curieux, et ils voient la chose d'un assez bon œil quand même, cette technologie de la blockchain. Et donc je pense que la jeune génération, en tout cas des notaires, vont épouser Ouais. Ils vont d'une façon, s'emparer du ils vont sujet. s'emparer du sujet, et comme un peu pour beaucoup, ils n'auront pas le choix, entre guillemets. Voilà, Ouais. donc comme pour toute disruption de marché, il y a ceux qui regardent le train passer, à Mm. l'image des photographes, l'argentique. Ah non, moi je reste que l'argentique, le numérique, très peu pour moi, tatati tatata. Kodak. Kodak, exactement, ouais, Ouais. exactement. On peut discuter de Kodak, etc. Et d'autres qui ont pris le pli, et ça Mm. n'empêche de garder les bases, les traditions, la culture, etc. Et ouais, ouais, donc, mais pour la Mm. jeune génération des notaires, en tout cas, moi, pour Juliette et puis Cyril, que j'ai eu le plaisir d'interviewer, ils sont assez sur la hype. Mais en tout cas, je te remercie pour ce point de vue assez lucide sur cette situation, et voilà, ton avis perso éclairé. Donc, c'est cool. Euh, En préparant cette émission, je t'avais demandé si tu avais une citation, un mantra que tu te répètes de temps en temps et que tu aimerais peut-être partager. Alors, j'ai une bonne citation. Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Ouais, c'est une mes citations préférées parce que ouais, enfin, l'éducation coûte cher, oui et non. Enfin, écoutez La Bonne Fortune ou allez voir le blog Avenue des Investisseurs, c'est gratuit. C'est gratuit et c'est incroyable. Internet, enfin, il y a 20 ans ou 30 ans, nos parents, ils avaient pas cette chance de pouvoir s'éduquer gratuitement. C'est génial, quoi. Maintenant, il n'est pas forcément nécessaire de payer HEC ou les grandes écoles des dizaines de milliers d'euros par an. J'ai même des lecteurs qui m'écrivent, qui sont dans des grandes écoles, HEC notamment, parce que j'y pense parce que hier j'ai encore un gars, un étudiant d'HEC qui m'a écrit en me disant mais je suis super content d'être tombé sur votre site. J'ai appris plein de choses. Là, je suis en master 2 en dernière année et pourtant j'ai choisi la filière finance. Et ce que j'apprends là, je l'ai pas appris à l'école et le mec il a dépensé 50 000 euros. Il a appris sans doute des choses hyper pointues, mais la base ou les trucs essentiels, pragmatiques, il ne les a pas apprises. Donc, ouais, l'éducation coûte cher, oui et non, mais ouais, surtout, c'est l'ignorance qui coûte très cher. Parce qu'il vaut mieux payer 1000 euros pour se former ou même payer en heures. Oui, c'est un investissement en heures d'aller lire 3 heures à Venise Investisseurs ou écouter 3 heures de podcast. Bon, ça peut être un investissement en heures, mais c'est que dalle. Enfin, c'est rien de passer 5 heures pour s'informer. Derrière, les économies que vous allez faire ou les gains que vous allez faire grâce aux intérêts composés, ça va se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Donc, il faut vraiment prendre le temps de s'informer pendant 5 heures ou 10 heures s'il le faut. C'est rien du tout face aux économies que vous allez faire et surtout face aux frais que vous allez payer parce que c'est ça, la citation, c'est l'économie peut coûter cher. Enfin, l'éducation, si vous trouvez que ça coûte cher, essayez l'ignorance. L'ignorance, ça coûte beaucoup plus cher. Vous allez économiser 3 heures ou 5 heures de votre temps, mais après, ça va se payer en des fortunes perdues parce que vous allez ouvrir une assurance vie mauvaise, vous allez dépenser des milliers d'euros en frais sur versement ou en manque à gagner d'intérêts composés, vous allez acheter un Robien ou un Pinel et payer beaucoup trop cher votre appartement, votre immobilier, parce que vous vous êtes fait escroquer par un vendeur, vous allez vous faire avoir et perdre des dizaines de milliers d'euros. Vous allez investir dans je sais pas quoi et enfin, donc clairement, vaut mieux prendre quelques heures de son temps, s'éduquer financièrement, parce que ouais, l'ignorance, ça coûte beaucoup plus cher, ça c'est ça c'est certain. Exactement. Ben, écoute, je ne peux que partager forcément cette belle citation. Et comme tu l'as rappelé, c'est vraiment tout l'objet de cette émission. Encore une fois, c'est voilà, de donner, d'éclairer toutes celles, tous ceux qui prennent le temps d'écouter et de prendre plaisir à écouter tous ces échanges pour justement, encore une fois, développer cette éducation financière qu'on va pas retrouver à l'école, qu'on va très très peu souvent retrouver dans les familles, même dans les écoles de commerce, etc., où ça va être beaucoup plus spécifique, des travaux beaucoup plus académiques, beaucoup plus pointus. Et donc, l'éducation financière au sens large, afin de pouvoir reprendre nos finances personnelles en main, je pense que, comme tu l'as dit, t'en es l'exemple parfait, Nicolas, c'est accessible à tout le monde. Peu importe le bagage culturel, peu importe le bagage éducationnel, on va dire, je sais pas si c'est un terme qui est très français,
mais vous aurez compris. Et donc, ça peut faire vraiment, in fine, c'est pas que ça peut faire, c'est ce qui fait, in fine, de grandes différences, et d'autant plus sur le long terme. Et donc, aujourd'hui, encore une Mm. fois, mille merci à toi d'avoir participé à mettre cette petite pierre autour de ce sujet sur l'assurance vie. Et Avec grâce plaisir. à cette éducation que tu nous as apportée sur tout ce sujet, on ne fera plus d'erreur d'avoir des idées reçues. On ne fera pas d'erreur de ne pas l'ouvrir pensant que c'est une assurance d'essai en faisant des confusions, des amalgames. On ne fera pas l'erreur de choisir les mauvais assurances avec des frais qui vont grignoter toute la performance. Et in fine, dans 10, 15, 20 ans, ou peut-être même plus tôt, on va pouvoir profiter des fruits, et potentiellement, si des personnes ont 50 000, 100 000, 200 000 sur des assurances vie, vont pouvoir peut-être switcher tout de suite et puis faire des grosses économies grâce à cette éducation. Donc voilà, à contrario d'ignorance, il y a une petite phrase que un de mes amis associés là, avec qui on va lancer le programme d'accompagnement là, pour 2022, qu'il aime bien répéter: j'adore, de la connaissance naît la confiance. Et c'est vrai que Mm. dès lors qu'on connaît un sujet, qu'on maîtrise un peu plus, il nous fait beaucoup moins peur, et du coup, on peut y aller. Tu parlais des crypto-monnaies, c'est vrai que ça peut Mm. paraître un sujet très très vaste pour tout le monde, etc. Et de là, tiens, une fois qu'on connaît un petit peu, et le fait de connaître, c'est aussi le fait de faire, d'essayer, de se tromper également, hein, comme tu le disais, mais après, voilà. Oui, il faut au moins faire une petite opération, ne serait-ce qu'une assurance vie, ça s'ouvre avec 100 euros, par exemple. Les Exactement. crypto-monnaies, on peut commencer avec 100 euros, ne serait-ce que pour débloquer ce qui peut nous coincer dans le cerveau, là. On débloque le truc, on se familiarise, et c'est une petite action, mais ça permet de vraiment lancer la machine, et après, hop, vous êtes parti. Exactement, ouais, on pousse les portes, etc. Et on apprend tout le temps. Est-ce que donc tu as ce blog, etc. Est-ce que tu as fait des livres, des bouquins, peut-être Non, mais on peut télécharger dans notre site, le blog, tout en haut, vous avez un menu outils. Et dans le menu outils, on trouve plein de choses. On trouve, enfin, vous verrez, il y a plein d'outils différents qui peuvent servir à la fois pour investir en immobilier ou en bourse. Et on a un outil qui s'appelle le guide de l'épargnant. Et ça fait 80 slides, 80 diapositives. Et donc on peut le télécharger et le lire facilement. Et c'est bien foutu. Et c'est un livre dont je me sers pour faire des conférences. Je fais parfois des conférences en entreprise et en école. Et c'est le support de présentation pour les conférences. Ouais, super. Ça se lit comme un livre. C'est une bonne approche pour commencer aussi. Ouais. Sinon, notre site lui-même, il est conçu comme un livre en fait. Hein. On peut commencer par le guide de l'épargnant et on déroule les articles un par un. Et en une heure, on a vraiment les bases des bases et on est déjà très bien au bout d'une heure. Exactement, ouais, ouais, je confirme. Et encore une fois, j'ai pris énormément de plaisir à commencer à décortiquer un petit peu tout ça. Est-ce que toi, tu aurais quand même une ressource, un livre, un bouquin qui t'a peut-être qui a participé en dehors de ce forum à te faire grandir sur tous ces sujets d'investissement, l'assurance vie en particulier ou l'investissement en général, un bouquin? Parce que j'aime bien les ressources des livres, parce qu'on parlait de Ouais. l'éducation. Franchement, un livre, allez, pour 20 euros, donc tu as ton blog qui est Mm, gratuit, soit, mais même un livre à 20 c'est euros, clair. c'est très très accessible. Il n'y a pas forcément besoin de payer des formations 50 000 euros. Parfois, un bon livre ou un bon blog ou un bon podcast, ça Exactement. apprend Donc, est-ce beaucoup. que tu aurais une ressource de lecture peut-être en particulier qui t'a, toi, façonné, ou que tu apprécies, que tu pourrais recommander à celles et ceux qui nous écoutent? Moi, j'ai beaucoup appris sur les blogs, mais comme livre, ce qui est pas mal, il y a, bon, c'est un livre très connu, hein, quasiment tout le monde connaît, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Alors, c'est pas mal, mais je nuance. Hein, c'est pas mal pour le mindset, pour comprendre effectivement dans la vie, il y a des actifs et des passifs. Il faut investir dans les actifs, dans ce qui va produire des revenus. Et il faut éviter de claquer son argent dans des passifs, dans des voitures, par exemple. On peut se faire plaisir dans une voiture, hein, bien sûr, mais je vais pas acheter une voiture tous les ans. C'est un bien qui se déprécie, qui perd de la valeur. Donc, ça apprend vraiment les bases à avoir en tête. Mais moi, ça peut paraître un peu prétentieux, mais je l'ai lu ce livre, mais j'avais en fait déjà tout en moi. C'était naturel pour moi, c'était évident. Mais des gens ont besoin de lire ce livre pour débloquer des choses et pour comprendre vraiment l'essentiel, le mindset pour apprendre à faire travailler son argent plutôt que travailler soi-même. Et ça, ce livre est pas mal pour ça. Mais il s'applique pas vraiment en pratique. Après, il faut lire autre chose. Pour passer à la pratique, il faut lire autre chose parce que c'est vraiment un livre américain
qui date un peu en plus, même si elle Mhm. était mise à jour, mais ça s'applique pas pareil. C'est pas la même fiscalité, c'est pas les mêmes méthodes d'investissement. Donc il y a beaucoup de choses à laisser de côté. Mais au niveau mindset, c'est pas mal. C'est souvent un livre qui revient, qu'on m'a souvent conseillé sur cette chaîne. Moi, à titre personnel, de Kiyosaki, je préfère, par exemple, après c'est encore différent, mais ça reprend les préceptes, mais le cadran du cash flow, On me l'a recommandé celui-là. ça va être peut-être un petit peu plus concret encore que la seule notion active-passive qu'on va retrouver dans Père riche, Père pauvre, hein, qui est déjà excellent. J'ai lu aussi, mais ce cadran du cash flow, au moins, on imagine un peu plus avec la partie gauche du cadran, ceux qui travaillent, les Ah oui. entrepreneurs, auto-entrepreneurs ou salariés. Donc, on travaille notre temps contre de l'argent. Et de l'autre côté, on investit, ou alors on possède des entreprises, ou alors on investit, et c'est notre argent et qui travaille et pour nous en fait quelque part. Et donc il y a vraiment cette distinction et ça peut être un peu plus concret, un peu plus imagé, un peu plus au goût du jour. Mm. Mais oui, Kiyosaki est assez intéressant en effet son approche, voilà pour faire débloquer pour certains quelques verrous, etc. Ouais. Et moi j'y ai pris grand plaisir à les lire également. Ouais. Sinon, en immobilier, j'aime bien un livre de Daniel Vu qu'on a interviewé. C'est un jeune dentiste qui s'ennuyait pendant le Covid parce qu'il pouvait plus exercer son métier de dentiste. Il a écrit un livre, il raconte son expérience, enfin, il fait pas seulement raconter, mais il explique vraiment comment on investit en immobilier. Et c'est vraiment très pratique, c'est ce que j'apprécie. C'est un peu comme nous, quoi. C'est vraiment un praticien. C'est pas un mec qui vend un livre mais qui n'y connaît rien. Il a vraiment investi lui-même, même s'il est jeune, il a déjà fait pas mal d'opérations immobilières. Il a une vision que je partage de l'investissement long terme en valorisant bien les biens immobiliers. Il est très clair, très pratique. Il montre comment déclarer ses revenus, etc. avec des captures d'écran. Enfin, il est vraiment super. Et on a fait une interview de lui. Et si je dois recommander un livre pour l'investissement immobilier, c'est lui. Kiyosaki pour le mindset et lui pour l'investissement immobilier en pratique. Bon bah super, impeccable. J'irai découvrir, je ne connais absolument pas, donc je prendrai plaisir à découvrir et tu vois, on en apprend tous les jours. Tu peux lire l'interview. Bah écoute, mille merci hein, Nicolas pour tout ce bon temps passé ensemble. Bah écoute, c'était sympa. Je te laisse le mot de la fin pour, si tu veux, pour les auditeurs, les auditrices de la bonne fortune qui écoutent jusqu'au bout. Les émissions parfois sont un peu plus courtes, des fois sont un peu plus longues. Aujourd'hui, on a pris le temps, je suis vraiment très très content. J'aime qu'on puisse décortiquer, tu as apporté encore une fois énormément de valeur, dépoussiérer tout ça autour de l'assurance vie. Je pense, j'espère que tu donneras envie à certains de passer à l'action et de passer le cap en ce début d'année. C'est toutes les bonnes résolutions à prendre, Ah oui. de cleaner un peu ses comptes, de prendre en main ses finances, de commencer à mettre les premières pierres ou de continuer dans ce schéma long-termiste d'investissement. Et du coup, avec grand plaisir, où je te laisse la fin pour tous les auditeurs aujourd'hui, Nicolas. C'est vrai que là on enregistre, on fête bientôt Noël, mais vous allez écouter ça. Donc je vous souhaite une bonne année, tous mes vœux de bonheur, et puis épargnez bien, pensez quand même à vous amuser à côté, épargnez bien, investissez bien en optimisant comme il faut, en ouvrant les bons produits, et puis voilà, le patrimoine se construit doucement mais sûrement. Il y a pas de martingale ou de, on n'est pas en train de chasser. On va pas s'enrichir du jour au lendemain. Hein. Faut toujours rester très très sérieux, investir sur de long terme avec les bonnes pratiques. Et c'est ce qu'on apprend aussi bien sur le podcast La Bonne Fortune ou chez nous. Puis voilà, je serais ravi de vous recevoir si vous passez sur notre site et que vous nous écrivez, parce qu'on a un menu contact et on a souvent des gens qui nous écrivent, qui nous écoutent à gauche et à droite et ils nous écrivent en faisant un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, que vous nous avez entendu sur La Bonne Fortune. Puis on se fera un plaisir de discuter et d'échanger. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Bah super, avec grand plaisir. Et puis je mettrai bien entendu encore une fois tous tes liens pour te contacter, que ce soit sur le site. Tu es présent également sur LinkedIn. Je mettrai Oui. également tout ça. Et puis avec grand plaisir. En tout cas, Nicolas, moi je te remercie mille fois pour toutes celles, tous ceux qui nous ont écoutés également. Je vous remercie. Je vous souhaite à mon tour, pour finir cette émission, encore une fois, une très très bonne année, une excellente année. Et puis j'espère une très très belle année 2022, que vous allez réaliser l'ensemble de vos projets. Et puis au plaisir de vous accompagner voilà, durant tous ces prochains mois encore pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune.
Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors, si tu apprécies le podcast de la bonne fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao!